Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission du lundi consacrée à la méthode Vitose. Alors installez-vous confortablement et je laisse la parole à Agnès. Bonne émission. Eh bien, bonsoir à tous. Ben justement, ça tombe plutôt bien parce que j'allais justement vous demander de vous installer confortablement, comme l'a dit Armelle. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que la méthode Vitose, au lieu de commencer par en parler, autant la pratiquer tout de suite pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors, on va la pratiquer tout de suite. D'abord, chacun de vous, ce que je vous propose de faire, c'est de vous demander comme ça en un mot, vous diriez quoi de vous-même, genre oh je suis fatiguée, ou bien oh je suis détendue, ou bien je suis calme, ou bien je suis agitée, ou bien je suis inquiet, ou bien je suis tranquille, je suis joyeux, vous voyez. Je vous laisse le temps de trouver le mot qui vous conviendrait bien avant de poursuivre. Voilà. Voilà, alors on se tire l'hypote pas la tête, hein. Le premier mot qui vient pour vous qualifier à vos propres yeux est le bon, hein. Je sais pas, je me sens bien, ça peut très très bien suffire, hein. Voilà, voilà. Allô? Et puis maintenant, je vais vous demander tout d'un coup de prendre conscience de vos mains, là où elles se trouvent. Certainement que vos mains doivent toucher quelque chose, probablement, ou elles sont posées quelque part, peut-être sur vos genoux, peut-être sur le clavier de l'ordinateur, peut-être sur la souris, peut-être, je ne sais pas, sur une table, et vous accueillez la sensation de vos mains en contact avec quelque chose. Vous accueillez cette sensation, vous prenez le temps d'accueillir cette sensation. C'est chaud, c'est froid, c'est doux, c'est dur, c'est rugueux, c'est lisse. Et puis c'est fini, on arrête là. Et puis maintenant, c'est la question à 100 balles. Quel est le mot que vous mettriez sur votre état maintenant? Est-ce que c'est le même mot que tout à l'heure? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous êtes, je sais pas, content? Est-ce que vous êtes léger, lourd? Enfin, comment vous vous sentez? Votre corps? Enfin, vous voyez, vous mettez un mot comme ça, un peu vite fait, comme ça, qui vous vient, qui correspond à votre état de maintenant. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure, on se tire l'hypote pas la tête, hein, c'est pas un truc intellectuel, hein, c'est juste comment je me sens là. Alors maintenant, je vais faire un petit tour de plateau là, et je vais demander aux uns aux autres s'il y a, quel était par exemple, sans indiscrétion bien sûr, hein, si c'est indiscret, vous ne vous répondez pas à ma question, puis voilà, hein, mais quel était le premier mot, le mot avant de faire cette petite chose vitosienne, et puis le mot qui est venu là maintenant tout de suite, et on va voir si c'est le même, si vous êtes dans le même état. On va peut-être commencer par Armelle, par exemple, qui va nous dire. Armelle, on t'écoute si tu veux. Apaisement, c'est le premier mot qui m'est revenu. D'accord. Apaisement, c'est-à-dire qu'entre avant et après cette chose qu'on a fait, il y a un apaisement. C'est ça? Tout à fait, le même mot. D'accord. On va demander à Manu s'il a éprouvé quelque chose, enfin s'il y a un changement ou pas. Quel était le premier mot, le deuxième mot? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Manu? Écoute, pour ma part, je dirais, mais il y en a plusieurs mots qui me viennent, j'ai envie de te dire, entre inquiétude, peur, voilà, selon le truc, tu vois. Actuellement, tu as inquiétude et peur? Non, avant. Ah, avant, Là, ce serait plus de l'apaisement, même s'il y a toujours un peu de l'inquiétude. D'accord. Mais il y a un petit quelque chose qui a changé, c'est ça? Ouais, légèrement. Légèrement, voilà, d'accord. Est-ce que Eric a pu suivre ça? Est-ce qu'il peut nous dire comment lui il a vécu ça? Il a peut-être pas pu parce qu'il est à la technique, hein, il va nous dire.
Alors, au début, j'ai senti de la détente, effectivement. Et après, ben, j'ai été, on va dire, je me demandais l'émission, comment ça se passait. Et puis, j'ai décroché complètement. J'ai dit, bon, bah, allez, je me laisse aller. Quand il y a eu l'histoire de poser mes mains, et j'ai senti effectivement, j'avais mes mains posées sur les genoux. J'ai Sûr? décroché sur mes genoux et j'ai senti donc cette sensation, une sensation de chaleur, une sensation de bien-être qui est revenue comme si quelque chose s'apaisait. Ok. C'est-à-dire que l'angoisse que j'avais, la préoccupation que j'avais au début, pour savoir la technique, est partie et du coup, ça m'a complètement vidé. C'est comme si j'ai vidé d'esprit en fait. Mhm. D'accord. Ok. La situation était complètement au-dessus en background. Ok. Ok. Bien, bien compris, bien perçu. Merci. On va demander à Sophie si elle a quelque chose à nous dire par rapport à ça, avant et après, ou est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que voilà, Sophie, on t'écoute. Allô, Sophie? Peut-être elle a rien à nous dire. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'arrivais pas à activer le micro. Voilà, on t'écoute. Dis-nous. Moi, j'ai ressenti de la fatigue et après, j'ai ressenti inquiétude, peur et préoccupation. D'accord. Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai proposé de faire? Oui, mais je mange en même temps. Donc, Ok, là, c'était pas possible. D'accord. Donc, tu n'as pas pu faire ce que je te proposais de faire. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok, c'est du récit d'expérience. Hein. Alors, on va demander à Antoine. Il va ouvrir son micro, puis il va nous Oui, dire. Voilà. logique. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Donc au début, c'est vrai, un peu de fatigue. Mhm. Et après, je dirais un peu détendu. Ouais, Un peu on va le détendu. définir comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde ici. Bien Je crois qu'il y a entendu. Daniel. Pardon? Il me semblait qu'il y avait Daniel qui était arrivé entre temps. Ah, je ne l'ai pas vu là. Alors, Daniel, elle est venue effectivement, mais bon, quand Daniel fait son speech, comme Agnès fait son speech, elle a fait juste un petit allô, effectivement, tu as raison. Mais elle pensait qu'elle ne nous entendait pas. Ok. Elle peut revenir quand elle veut, Daniel, bien sûr. Hein. Alors, ce petit exercice, chacun pourra le faire sur le chat. Hein, les personnes qui nous écoutent pourront très bien se le faire à elles-mêmes. Tout d'un coup, pouf, je m'arrête. Je sens je sens mes mains, les sensations de mes mains. Mais avant, je dis intérieurement, je me dis dans quel état je me sens. Je fais cette expérience et après, je me dis mais maintenant comment je suis? Est-ce que c'est pareil? Voilà. Hein, c'est une expérience. Alors, ce que nous venons de faire là, ça s'appelle un exercice vitose. Et ça s'appelle très précisément un exercice de réceptivité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du chinois ton truc. Vous inquiétez pas, je vais vous le traduire en français. D'accord. Juste pour savoir, vous m'entendez? On t'entend, oui. Ah mince, attends, j'essaye d'en couper le micro, désolé. D'accord, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Alors, donc, maintenant qu'on a fréquenté ça, hein, donc on va essayer de se souvenir et je vais un petit peu décrire effectivement ce que c'est que cette méthode vitose. Alors, on va déjà partager l'écran. Hop, hop. Alors ça, c'est un grand jour parce que c'est la première fois, n'est-ce pas, que je fais du partage d'écran qui, j'espère, va fonctionner. Alors, on met ça comme ça. Alors, ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Le temps que ça réagisse, voilà. Je fais ça, ça devrait marcher. Un petit partage d'écran. Et on va choisir l'application qu'on veut. Voilà, et ça devrait normalement le faire. Ouais, ça le fait apparemment. Alors, je sais que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient dans l'équipe, dans la fine équipe de Jitsi. Mais je me dis qu'il y a des personnes sur le chat qui peuvent, enfin sur le YouTube, qui elles pourront voir en même temps que je vais décrire la méthode Vitose. Alors Vitose, voilà, on appelle ça de différentes façons, mais tout ça c'est la même chose. On dit la méthode Vitose, on dit la méthode du docteur Vitose, on peut dire la méthode du docteur Roger Vitose, la méthode Roger Vitose. On peut aussi dire
la thérapie Vitose. On peut aussi dire la thérapie du docteur Vitose ou bien du docteur Roger Vitose. Et puis très familièrement, on dit le Vitose. Voilà, tout ça, c'est la même chose. Hein, ça permet de voir un peu de quoi on parle. Alors, diapo suivante. Manu, est-ce qu'on voit que j'ai passé la diapo? Tu dois voir, c'est quoi? C'est quoi, voilà. Ça sert à quoi, etc. Exactement, bravo. Bon, bah super, merci beaucoup Manu. Donc le Vitose, on va se demander ce que c'est. On va se demander à quoi ça sert. On va se demander comment ça marche. Et on va se demander pourquoi ça marche. Et puis on va se demander ensuite si on veut pratiquer ça, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, à qui on peut s'adresser, comment ça fonctionne, et voilà. Alors le Vitose, qu'est-ce que c'est? Le Vitose, c'est une méthode, c'est-à-dire que c'est un chemin à travers. Hein, c'est un chemin à travers les difficultés de la vie pour aller mieux. Hein, c'est un chemin vers le mieux-être. On va dire, ce chemin, il passe par un point important, c'est avoir une juste perception de soi et de l'environnement. Alors, la perception, qu'est-ce que c'est? La perception, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ça tout de suite. Allô, allô, la technique. Voilà, voilà. La perception, c'est l'activité par laquelle une personne fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son environnement. Ça veut dire, par exemple, une table, je l'aperçois parce que je fais l'expérience de la présence d'une table. Ça, c'est l'objet. Mais pour les propriétés présentes dans l'environnement, par exemple, une odeur, c'est une propriété de l'environnement dont je fais l'expérience. Voilà. Alors, on nous dit aussi sur Wikipédia, on nous dit aussi cette activité de perception repose habituellement sur des informations délivrées par les sens, les 5 sens. Alors, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et qu'est-ce que j'ai oublié? L'ouïe. Voilà, les 5 sens. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, la méthode Vitose, qu'est-ce que c'est? C'est un chemin qui, pour aller mieux, et qui passe par une plus juste perception de soi et de l'environnement. De soi, c'est-à-dire comment je suis. Est-ce que je me perçois comme grosse, alors que je suis pas spécialement grosse, ou bien comme toute mince, alors qu'au contraire j'ai de l'embonpoint? Je me crois grand ou petit, est-ce que je me vois tel que je suis moi-même? L'environnement. Est-ce que quelqu'un qui me parle avec un ton bien particulier, est-ce que je le prends juste pour ce que c'est ou bien est-ce que je l'interprète? Et auquel cas, je risque fort de le déformer. Ça voudrait dire que ma perception n'est pas forcément juste de la personne qui me parle, ou bien même de moi-même. Hein. Si je me vois grosse alors que tout le monde constate que je pèse 45 kilos pour 1m60, objectivement, je suis pas grosse. Voilà. Hein, mais je me perçois comme grosse. Voilà. Alors le Vitose, c'est un chemin pour corriger justement ces déformations que nous avons de notre propre perception. Alors, ça passe par quoi? Comme on l'a fait tout à l'heure, on a touché quelque chose et je vous ai dit, vous allez être conscient de là où elles sont vos mains, de ce que vous touchez. Donc, ça va passer par une prise de conscience. En l'occurrence, on a utilisé un sens qui est le toucher avec nos mains tout à l'heure. Donc, on va prendre conscience de nos sensations, le toucher, l'odorat, l'ouïe, enfin tout ça, les 5 sens. On va prendre conscience aussi de nos émotions et on va prendre conscience aussi de nos pensées. Et puis éventuellement, quelquefois, on a un grand élan spirituel ou n'importe, on peut prendre conscience aussi de ça. Bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, le Vitose, il passe par une prise de conscience des choses pour aller mieux. En d'autres termes, on pourrait dire, on quitte le pilotage automatique pour entrer dans le pilotage manuel, pour aller mieux. Alors, on aborde le deuxième point. On a dit ce que c'est, le Vitose. On va dire à quoi ça sert. On a déjà un petit peu répondu à ça, mais on va aller un peu plus loin. Ça sert à quoi faire? À mieux gérer tout ce qui est excessif, envahissant,
Par exemple, je sais pas, j'ai un souci et ça m'inquiète, j'ai une pensée, j'arrête pas d'y penser, je sais pas, par exemple, j'arrive pas à mettre la housse de ma couette de lit et j'y pense toute la journée parce que je sais pas comment mettre la housse de ma couette, je rigole, mais bon. Et alors, bah, c'est excessif parce que du coup, je peux plus rien faire, je suis perturbée parce que, alors je vous prends un exemple comme ça juste pour rigoler, mais dans la vie, c'est fréquent que on a une pensée comme ça qui nous vient, qui nous obnubile, comme on dit. Hein. On pense plus qu'à ça et puis c'est bon, voilà, et on peut plus rien faire d'autre. On est complètement dans cette pensée. Donc elle est excessive et elle est envahissante. Alors évidemment, quand tout ce qui est excessif et envahissant provoque du tourment et de l'instabilité, parce que l'humeur va changer en fonction de ça. Si la pensée c'est un souci, je suis pas de bonne humeur. Si j'ai un souci que je trimballe, voilà. Alors, le Vitos va m'aider à mieux gérer ça. Ça va m'aider aussi à mieux gérer quoi? Tout ce qui est au contraire trop lointain, ténu, insignifiant. Alors genre, je m'ennuie. Il n'y a rien qui m'intéresse parce que je suis dans ma bulle, je suis enfermée dans mes pensées, j'ai quelque part dans ma tête un machin qui tourne en boucle et qui dit que rien ne m'intéresse. Alors du coup, ben, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça m'intéresse pas. Donc je suis concernée par rien, je vis à distance de tout. Et qu'est-ce qui me guette? La monotonie, la lassitude et l'ennui. Le vitose, donc ça va me soulager de ça. Mais le Vitos, ça va aussi accompagner, soulager et éventuellement réduire aussi d'autres choses. Par exemple, l'inattention. Genre, je pose mes clés quelque part, 3 secondes après j'en ai besoin, je sais plus où je les ai mises. J'ai pas fait attention. Si j'avais fait attention où j'avais mis mes clés, je saurais où elles sont. Voilà. Hein. Beaucoup de problèmes de mémoire sont juste des problèmes d'inattention. Ce ne sont pas des problèmes de mémoire en réalité. Voilà. Alors, le Vitos va aussi accompagner, donc je disais l'inattention, mais quelquefois certaines dépressions nerveuses qui viennent, par exemple, des éléments qu'on a dit tout à l'heure, des pensées qui prennent trop de place, ou au contraire, quand on s'enferme dans sa bulle, on l'a vu tout à l'heure. Donc, certaines dépressions nerveuses vont être soulagées par la pratique du Vitos. Il y a aussi un autre aspect qui peut être soulagé aussi, ou ralenti, c'est les problèmes qui viennent avec l'âge. Alors justement, les problèmes liés à l'âge, on a parfois justement des problèmes de mémoire. Les personnes pensent qu'elles perdent la mémoire, mais en fait, peut-être qu'elles la perdent un peu. Je ne parle pas d'Alzheimer là, bien sûr, mais une personne qui perd un peu la mémoire, en fait, juste par le développement de son attention, à travers la méthode Vitos, eh ben, elle va ralentir le fait que sa mémoire diminue quand même un peu avec l'âge. Voilà. Elle va peut-être, la personne âgée aussi, trouver de l'intérêt dans une vie qui, pour elle, n'en a plus. Apparemment, n'en a plus, tous les jours sont les mêmes, etc. Avec le Vitos, elle va pouvoir prendre conscience qu'il y a peut-être des différences entre hier et aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Voilà. Alors, comment ça marche? Parce qu'on a dit ce que c'est, on a dit à quoi ça sert, on va dire comment ça marche. Parce que tout à l'heure, vous avez constaté, on a fait notre petit exercice de réceptivité par le toucher, réceptivité au toucher, mais on ne sait pas pourquoi vous avez éprouvé les uns et les autres majoritairement, vous avez senti que vous avez changé de climat intérieur. En général, d'une situation, par exemple, Eric, un peu d'angoisse parce que l'émission commençait, et puis après, il a décroché. Le fait qu'il soit mis à être attentif au toucher de ses mains, du coup, il a décroché de son angoisse pour l'émission. Armelle nous a dit aussi tout à l'heure quelque chose de ce genre. Elle a parlé, je crois, d'apaisement, quelque chose comme ça. Et puis, quelqu'un d'autre l'a dit aussi, peut-être Antoine, je ne sais plus, pardonnez-moi si je n'ai pas mémorisé. Mais voilà, majoritairement, vous avez éprouvé un changement de climat intérieur une fois que vous avez fait cet exercice de réceptivité au toucher, qui a duré quelques secondes. On n'est pas resté longtemps là-dessus. Alors voilà, comment ça marche? Alors déjà, au quotidien, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez constaté, on peut très bien faire une espèce de stop, un stop vitosien, on appelle ça, c'est-à-dire que on est inquiet par un truc, on se dit mais c'est idiot d'être inquiet par ça, ça sert à rien que je m'inquiète pour ça, c'est complètement inutile comme truc, ça va pas changer le truc.
de m'inquiéter pour. Bon, bah, je décide que je vais arrêter de m'inquiéter. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, par exemple, je vais être attentif à mes mains là où elles sont, à mes pieds par terre, si je peux les sentir, voilà. Je vais être attentif pour les personnes qui voient, et ben je vais être attentif consciemment, je vais regarder vraiment avec conscience. Je vais être conscient de ce qui est devant moi, un paysage, l'écran de mon ordinateur, etc. Quand je vais manger, ben je vais être consciente du goût qu'elle a, la bouchée que je suis en train de manger. Le goût, et puis est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, comment ça se promène dans ma bouche, comment je promène ça avec ma langue, comment je le mâche, etc. Donc au quotidien, comment je vais faire des stops comme ça, hein, des stops où tout d'un coup je suis attentive à mes sens. Alors je suis obligée, donc je vais pouvoir par exemple toucher consciemment, donc ça on l'a vu. Je vais pouvoir goûter consciemment, on vient d'en parler. Je vais regarder consciemment, là aussi on vient d'en parler. Bien sûr, je vais pouvoir aussi humer consciemment, hein, le parfum de quelqu'un ou mon propre parfum ou l'odeur du bon repas qui se prépare ou que je vais prendre, hein. Et puis aussi, ben, dans la rue par exemple ou dans le métro ou n'importe où, ben, je vais pouvoir écouter le bruit, la musique. Peut-être il y a des sons qui sont près de moi, il y en a d'autres qui sont loin. Donc je vais porter mon attention vers ces sons, je vais les écouter, et pendant que je vais faire ça, ben, il va se passer quelque chose un peu du même genre que ce que vous avez éprouvé, c'est-à-dire que je ne vais pas être le même avant et après. Alors le résultat, ben voilà, la conscience des sensations, qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire que toute la personne, en fait, elle ne va plus penser. J'imagine que, vous me direz bien sûr tout à l'heure, hein, si ce que je dis vous correspond, mais je pense que pendant que je vous proposais de sentir vos mains, sur là où elles se trouvaient, ben vous ne pouviez plus penser, vous ne pensiez plus. Hein. On a l'exemple avec Eric qui a dit « j'ai décroché complètement », donc il n'était plus du tout dans ses pensées. On n'est plus non plus dans son inquiétude, parce que c'est la pensée, l'inquiétude. Hein, on ne peut pas être inquiet sans penser. Hein, l'inquiétude. Et puis, on ne va plus déformer la réalité par de fausses interprétations. Genre, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit un truc, et j'étais sûre que la personne, elle a une mauvaise intention pour moi. Ben, si tout d'un coup, je me dis non, t'écoutes la voix de la personne, par exemple, tu t'occupes plus de savoir quoi, elle a une voix aiguë, elle a une voix grave, elle a une voix... Hein, ben, on va plus déformer, on va juste en rester au contenu de ce qui a été dit, et on va plus interpréter, on va plus juger. Alors c'est un énorme bénéfice parce qu'évidemment, beaucoup de nos tourments viennent de toutes ces déformations, de nos pensées, nos inquiétudes, nos jugements. Alors pourquoi ça marche? Parce que, bon, vous l'avez constaté, ça a changé des choses en vous de juste vous arrêter pour toucher, plutôt pour être conscient tout d'un coup que vous touchiez quelque chose. Pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que, comme vous l'avez vu, la pratique du Vitos amène vers le contact avec le corps. Ah, mais pourquoi le contact avec le corps? Ça fait que ça m'apaise, ça me fait décrocher de mon angoisse pour l'émission, etc., etc. Pourquoi? Eh bien parce que le corps, lui, il ne connaît que deux choses. Il connaît le présent. Le corps, il ne sait pas ce que c'est que le passé. Lui, quand il a mal, c'est maintenant. C'est pas hier ni demain. Hein, quand c'est hier et demain, on est dans le domaine de la pensée. Mais ce qu'on vit dans le corps, c'est ici et maintenant. Donc c'est le présent. Et puis il y a une autre chose qui est très intéressante avec le corps, c'est que le corps ne ment jamais. C'est-à-dire que si j'ai mal, j'ai mal. Par exemple, avec la pensée, on peut mentir. Comment vas-tu? Et on répond je vais très bien alors qu'on a une angoisse d'enfer, mais on ne veut pas que ça se voit. Bon, mais le corps, quand il a mal, il a mal. Ou au contraire, quand il est bien, il est bien. Quand il éprouve du plaisir sous une bonne douche ou dans un bain de mer ou n'importe quoi, ben, c'est réel, c'est une vérité. Il est réellement dans un état de bien-être. Le corps, donc, il ne connaît que le présent et il ne ment jamais. Alors, ça c'est intéressant parce que si le corps ne connaît que le présent,
Les ruminations, c'est-à-dire les machins du passé dont on n'arrive pas à se défaire, qui nous ruminent comme ça, là, gna 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 et gna gna gna. Et je repense à un vieux machin du passé. Ah, si c'est le passé, le passé. Donc les ruminations peuvent pas avoir de place quand on est dans le présent corporel. C'est pas possible. De même, les anxiétés, c'est-à-dire ah là là, j'ai un rendez-vous demain, comment ça va se passer, quelle horreur. Si je me mets en contact avec mon corps, je suis plus dans le rendez-vous de demain, je suis avec mon corps, ici et maintenant. Alors pourquoi ça marche? Eh bien parce que j'ai cette relation avec le corps. Pourquoi ça marche? Alors, autre chose encore, il faudra que je vous parle du docteur Vitose, bien sûr, en fin de parcours, parce que ce docteur Vitose a eu une intuition absolument géniale. Vous savez comme moi, par l'expérience, que si vous tendez le bras, vous ne pouvez pas le plier en même temps. Soit vous tendez le bras, soit vous le pliez. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des muscles qui sont faits pour tendre le bras, puis il y en a d'autres qui sont faits pour plier le bras. C'est pas les mêmes. Hein. Et pendant qu'on fait travailler un muscle pour tendre le bras, on ne fait pas travailler les muscles pour plier le bras. Et si par hasard on s'amusait à faire marcher les deux muscles en même temps, les deux séries de muscles pour tendre et pour plier le bras serait paralysé d'une part, et si on faisait durer le truc, on aurait une tendinite d'enfer, parce qu'on ferait frotter les tendons qui sont évidemment pas faits pour bouger en même temps. Les tendons des muscles pour tendre le bras et les tendons des muscles pour plier le bras. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que Vitose, il a eu une idée géniale. Il s'est dit, mais nom d'un chien, et si le cerveau, qui quand même commande tout ce qu'on fait, si le cerveau c'était un peu comme un muscle? Alors il a observé, puis il s'est dit, mais en fait, il y a des moments, mon cerveau, il se contente de recevoir des informations. Si par exemple, je regarde, que je suis juste conscient que je regarde quelque chose, mon cerveau, il reçoit les sensations visuelles. Si je touche quelque chose, mon cerveau, il reçoit les sensations du toucher. Si je hume une odeur, mon cerveau, il reçoit les sensations de l'odorat, et ainsi de suite pour les bruits, etc. Mon cerveau, il reçoit à ce moment-là les informations. Alors Vitose, il a appelé ça la réceptivité. C'est un mot que vous avez entendu tout à l'heure, la réceptivité, parce que c'est cet exercice-là que je vous ai fait faire tout à l'heure, exercice de réceptivité au toucher. Alors Vitose, donc, il s'est dit, mais le cerveau, donc, il peut être réceptif. Puis il s'est rendu compte aussi que le cerveau, il pouvait aussi faire le contraire, c'est-à-dire être émissif. Il émet des choses, il émet des pensées, il émet des choix, des décisions, il émet une volonté, c'est-à-dire un vouloir. Tout d'un coup, on dit « je veux » quelque chose ou faire quelque chose. Ça vient d'une émission cérébrale. Voilà, le cerveau, il émet. Alors Vitose, il s'est dit, mais moi j'ai des patients, ils vont pas bien, les 3/4 du temps, ils sont tout le temps dans leurs pensées, leur cerveau, il est en train d'émettre, tout le temps, il émet des pensées, le petit vélo qui tourne à longueur de journée. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Je vais leur apprendre à faire fonctionner leur cerveau comme recevant, comme réceptif. Parce que pendant qu'ils vont être réceptifs, ils ne pourront pas être émissifs. On en a eu la preuve tout à l'heure, je reprends l'exemple d'Éric. Pendant qu'Éric, il était en train de sentir ses mains, il a décroché de ses pensées. Il était plus émissif, il est devenu réceptif. Et il a mis la partie fonctionnelle de son cerveau qui émet, il a mis cette partie au repos. Il a reposé son cerveau émissif et il a fait travailler son cerveau réceptif. Voilà. Alors, Vitose, il a systématisé ce truc. Il s'est dit, je vais apprendre à mes patients à utiliser comme il faut la fonction réceptive et la fonction émissive de leur cerveau. Et je vais équilibrer les deux pour qu'ils aillent bien. Et quand ils vont aller bien, en fait, c'est qu'ils vont être capables d'alterner des temps d'émissivité, des temps de réceptivité de manière proportionnée. Puis il s'est rendu compte aussi qu'il allait pouvoir faire travailler ses patients de sorte que les patients, ils vont pouvoir, quand ils veulent, devenir réceptifs ou devenir émissifs. Hop, d'un claquement de doigts, pouf, on peut devenir réceptif ou bien pouf, on peut retourner dans les pensées ou dans les décisions à prendre et devenir émissif. Très intéressant.
Donc, si on alterne bien ces deux fonctions cérébrales, on trouve l'équilibre psychique. Et si cette alternance de réceptivité, d'émissivité, on arrive bien à la maîtriser, alors là, on est vraiment dans la maîtrise de soi. Alors, Vitose, il appelait ça avec des mots un peu vieux, parce que son époque, c'était la fin du 19e et le début du 20e, 1863-1925, ce sont ces dates. Et il employait l'expression contrôle cérébral. Alors aujourd'hui, ça fait un peu, je sais pas, ça fait déconnecter du corps, et c'est pas du tout ça. Donc on n'emploie pas trop ce mot-là. Moi, je préfère la maîtrise de soi. Je trouve que ça dit davantage ce que Vitose vraiment voulait faire. Donc, pourquoi ça marche? Eh bien, parce que Vitose a eu cette intuition et que, du coup, eh ben, comme un sportif qui va mettre certains muscles au repos pendant qu'il en fait travailler d'autres, eh bien aussi, le cerveau du patient qui fait du Vitose, eh bien, il travaille à certains égards pendant que d'autres côtés se reposent. Ainsi, il n'y a pas de surmenage cérébral. Alors, pourquoi ça marche? Eh bien, parce que, évidemment, si Vitose, donc nous les Vitosiens, si on apprend à nos patients à faire bien cette alternance entre réceptivité et émissivité, évidemment, il faut s'entraîner pour apprendre à le faire. Pour être capable de le faire très facilement, il faut le faire tous les jours, il faut le faire plusieurs fois par jour, il faut s'exercer. Comme on exerce un muscle, comme on fait de la gymnastique avec un muscle, et ben on fait la même chose avec son cerveau. Et du coup, la maîtrise de soi, qui va exiger cette régularité, et elle va devenir, les exercices vont devenir efficaces et vont devenir fiables. C'est-à-dire que quand un pianiste, par exemple, il fait des gammes chez lui pour faire un concert la semaine prochaine, eh ben, s'il fait pas ses gammes tous les jours, s'il travaille pas ses morceaux tous les jours, au moment où il y aura du public, au moment où il y aura du stress, bah, il saura pas jouer, le gars. Alors, en Vitose, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tous les jours, on s'exerce pas à être émissif, réceptif, quand on veut, etc., eh ben, le jour où il y a un gros Trafalgar, une grosse perturbation, parce que on a une grosse émotion, il y a un événement familial difficile ou quoi que ce soit, eh ben, on va pas savoir avoir recours aux Vitoses pour se calmer. On va pas pouvoir le faire puisqu'on sait pas exercer. Voilà. Alors Vitose, oui, c'est cette façon de s'exercer. Il a appelé ça des exercices. Ce protocole pour s'exercer, c'est des exercices tout simplement. Et les exercices Vitose. Voilà. Donc ça se pratique le Vitose par des exercices. Alors on arrive au 5e point. J'avais pas numéroté les points, pardonnez-moi. J'espère que les personnes qui ne voient pas le diaporama ont pu suivre quand même. Donc maintenant, c'est comment pratiquer. Alors, on peut pratiquer tout seul. Mais c'est vrai que on va aller plus vite si au départ on se fait aider par quelqu'un qui est un peu expérimenté en Vitose. Alors, on va appeler ça un praticien Vitose ou un thérapeute Vitose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le thérapeute Vitose? Voilà. Le thérapeute Vitose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il y a quelqu'un qui arrive dans son cabinet. Bonjour monsieur, je voudrais faire du Vitose. On m'a dit que c'était très bien parce que voilà. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, le thérapeute, il va écouter le patient, la personne qui arrive. Quelle est sa demande? Alors la demande, ça peut passer de je fais pas attention, je perds mes clés, mes affaires partout, ou bien l'enfant qui est à l'école et qui dit moi j'arrive pas à retenir les leçons, ou bien c'est la personne âgée comme je vous ai dit qui a des trous de mémoire, ou bien c'est le monsieur ou la dame au travail qui a 500 000 trucs à faire en même temps. 500 000 mails, par exemple, à répondre et qui ne sait pas par lequel commencer, qui est complètement submergé et qui ne sait pas du tout gérer son travail. Voilà, par exemple. C'est tout un tas de demandes comme ça, ou bien la personne qui est dépressive et qui dit voilà, le monde n'a aucun intérêt pour moi, j'ai des idées noires, très noires même. On m'a dit que le Vitose, ça pouvait m'aider. Bon, voilà. Donc le thérapeute, il commence par écouter, bien évidemment. Et puis ensuite, il va utiliser des outils Vitose pour aider son patient. Et évidemment, parmi les outils, il y a évidemment les exercices. Mais il y a aussi autre chose, et je vous dirai ce qu'il y a aussi, et qui est l'apanage du thérapeute, pour le coup, qui n'est pas à l'usage du patient. Mais l'idée, bien entendu, de la cure Vitose, c'est que le patient
puisse se débrouiller tout seul. Après, il va faire tout seul ses exercices vitoses, tout seul pour s'auto-soigner, s'auto-guérir, on va dire. S'auto-soigner, c'est peut-être plus juste comme terme. C'est-à-dire, il est agité, ben hop, il va prendre, comme il a pris l'habitude avec son thérapeute de faire tel ou tel exercice. Ben, quand il est dans telle situation, il sait que c'était tel exercice qu'il a fait avec son thérapeute qui le soulage. J'ai par exemple une collègue qui avait été attaquée dans sa voiture par un malfrat qui a cassé la vitre de sa fenêtre, etc., et qui l'a bousculé pour prendre le contrôle du véhicule. Eh bien, elle a fait du Vitose à l'instant même et elle s'est calmée. Elle est sortie tranquillement du véhicule. Et elle a laissé faire. Le gars, il est parti avec le véhicule, évidemment, parce que ça sert à rien de risquer sa peau pour une voiture. Mais elle est restée dans le calme, tranquille. Elle est allée porter plainte à la police, tranquille. Elle a même ajouté d'ailleurs, je me souviens de ce petit détail, qu'elle avait acheté un pain au chocolat à la boulangerie. Donc elle était en train de manger son pain au chocolat. Ben, elle a terminé son pain au chocolat. Voilà. Comment ça se passe pour une vitosienne alors extrêmement expérimentée. C'est un des meilleurs profs de vitose que j'ai eu, cette dame, vraiment extraordinaire. Donc voilà ce qui se passe avec un thérapeute vitose. Mais alors, on a parlé d'outils vitose. Alors je vous ai dit, le thérapeute, il va utiliser pour aider son patient, il va lui faire faire des exercices. Mais ceux qui ont la chance de voir, sur mon diaporama, ils voient un mot nouveau, une trouvaille, la vibration vitose. Alors, c'est quoi cette bête-là? Aujourd'hui, on sait, la science l'a démontré, que le cerveau émet des vibrations différentes en fonction de la façon dont on l'utilise, le cerveau. On sait que par des états modifiés de conscience, le cerveau émet des ondes alpha, θ, bêta, delta. Voilà, on a repéré tout ça. Je crois qu'on peut même le mesurer avec des machines. Enfin bon, tout ça est très, très scientifique. Mais à l'époque de Vitose, quand il a découvert cette histoire d'ondes, mais c'était très, très nouveau. C'était quelque chose qui était vraiment, vraiment nouveau. Enfin, c'était un peu un ovni, là, le docteur Vitose. Alors voilà. Alors, le thérapeute, il va avoir non seulement la panoplie des exercices vitoses qu'il va pouvoir faire à son patient, mais en plus, parce que vous allez me dire, c'est gentil, le patient, l'exercice, on va lui demander d'être en réceptivité, on va lui demander d'être en émissivité, mais le thérapeute, comment il sait que le patient, il est émissif ou il est réceptif? Parce que c'est pas écrit sur la tête du patient, il n'y a pas écrit je suis émissif ou je suis dans mes pensées, ou bien au contraire quand vous m'avez demandé de toucher, d'être attentif à toucher la table, j'étais vraiment dans les sensations, c'est pas écrit sur le front du patient. Quelque part si. C'est là qu'on en arrive à la vibration, c'est-à-dire qu'en fait, le docteur Vitose a découvert en touchant ses patients sur le front qu'il avait des sensations particulières quand ses patients étaient réceptifs ou bien quand ces patients étaient émissifs. Et même selon l'état du patient, il pouvait même sentir, alors avec beaucoup d'expérience, un patient angoissé ou au contraire un patient très très détendu dont la réceptivité est vraiment extrêmement harmonieuse, etc., etc. Voilà. Alors, Vitose le sentait, mais les thérapeutes aujourd'hui sont formés à sentir cette vibration. Alors, on peut la sentir aussi bien sur le front du patient, comme le faisait le docteur Vitose, mais on peut aussi la sentir de loin. On peut la sentir dans la main, simplement, on ouvre un peu la main, on l'oriente vers le patient, mais à distance, on peut sentir. Alors, moi, je vous dirais même que je la sens à très grande distance, peu importe. Je la sens par téléphone, je pense à quelqu'un ou je parle à quelqu'un par ordinateur, je la sens. Par exemple, quand je vous ai proposé le toucher avec vos mains tout à l'heure, j'ai senti dans le groupe que nous formions, j'ai senti si globalement vous parveniez à la réceptivité. Je l'ai senti dans ma main, alors qu'on est tous à distance. Voilà. Alors on s'est même amusé avec un collègue qui est décédé maintenant, qui est aussi qui a été une personne très importante pour moi. Je vais la citer parce qu'il est décédé. C'était un grand bonhomme. Il s'appelait Erwin Florence.
Et ce gars-là, on s'était amusés tous les deux. Lui, il habitait dans la région de Lyon et moi, en région parisienne. Et alors, c'était les débuts de Messenger. Alors, on s'envoyait des messages, mais on se prévenait pas. On savait que dans les 10 minutes, il y en a un qui allait écrire à l'autre. Alors, on mettait nos mains en réceptivité, enfin, nos mains pour sentir la vibration de l'autre, plus exactement. Donc, moi, sentir sa vibration à lui, lui sentir ma vibration cérébrale. Et en fait, on notait l'heure à laquelle on sentait chacun que l'autre entrait en état d'émissivité, puisqu'il était en train d'écrire un message à l'autre. J'espère que je suis à peu près claire. Et on vérifiait à quelle heure, et c'était toujours juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait senti que l'un de nous entrait en concentration, c'est un des états de l'émissivité cérébrale, et c'était vrai, il commençait à écrire. Donc c'est quand même rigolo, c'est comme ça on s'est prouvé en tout cas tous les deux que à distance on pouvait parfaitement sentir la vibration vitose. C'est ainsi qu'on l'a appelé la vibration vitose. Donc les thérapeutes sont formés à sentir ça, et quand ils font une séance vitose, comme j'ai fait tout à l'heure par exemple, ils induisent l'exercice vitose. Par exemple, je vous ai dit des mots pour vous demander d'être attentif au toucher de vos mains. Les mots que j'ai dit, on appelle ça une induction. J'ai induit l'exercice. Eh bien, pendant cette induction, le thérapeute, il sent si le patient, il est réceptif, émissif, voilà, parce que si pendant que je suis en train d'induire un exercice pour que le patient soit réceptif et que je sens que le patient est émissif, quelquefois c'est sur juste un mot. Parce qu'un mot, hop, ça va déclencher une émotion chez le patient et hop, il est réceptif, il est émissif tout d'un coup. Donc je vais le sentir. Donc, je vais modifier les mots que je vais dire, modifier l'induction pour que l'exercice corresponde exactement à ce que je souhaite faire au patient pour qu'il aille mieux. Mettons un exercice de réceptivité. Voilà. Donc, l'induction de l'exercice sera différente en fonction de la vibration vitose. Voilà. Alors, comment pratiquer? On est toujours dans l'idée d'une thérapie vitose. Alors, le thérapeute, il est formé, il est certifié, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont formatrices de thérapeutes vitose et qui délivrent des certificats de praticiens vitose. Voilà. Alors, bien sûr, le thérapeute, il est formé, donc il utilisera en face du patient cette formation pour aider le patient, pour le guider. Et bien entendu, à force de guider des personnes en vitose, il acquiert une expérience, bien entendu. Donc l'expérience, ça va jouer évidemment. Et les séances, ça va durer 1 heure, c'est jamais plus. Enfin, en principe, il y a toujours des exceptions, mais en principe, ça dure 1 heure. Généralement, c'est toutes les semaines. Et ça dure, globalement, une cure vitose, ça dure 1 année, à peu près 1 année scolaire, quelquefois même, ça suffit. Alors, il y a des personnes, quelques séances, ce sera suffisant. Il y en a d'autres, ça va durer plusieurs années parce que, il y a malgré tout des personnes qui ont plus besoin. Mais on va dire quand même que le vitose est considéré comme une thérapie brève. Voilà. Et la famille thérapeutique du vitose, c'est le psychocorporel. Ça traite du psychique, mais à l'aide du corporel. Voilà. Alors, comment pratiquer toujours? Trouver des thérapeutes. Là, sur la diapo que je viens d'afficher, il y a 2 adresses qui me paraissent importantes. Il y en a d'autres, mais disons celles-là sont vraiment à mes yeux les principales. Vitose IRDC, qui est l'association Vitose qui m'a formée. Et puis, il y a l'association Roger Vitose, ARV, qui est aussi vraiment excellente. Ces 2 associations forment de très bons praticiens vitose. Personnellement, je connais aussi beaucoup de monde à l'ARV, donc l'autre association, c'est pas celle qui m'a formée. Et ces 2 associations font des congrès en commun. Donc voilà, ce sont des sensibilités un petit peu différentes et c'est bien la diversité, mais en même temps, elles travaillent assez volontiers en commun. Voilà. Donc, écoutez, pour cette présentation, j'en ai quasiment fini. Je vous dis 3 petits mots sur le docteur Vitose, peut-être, qui donc a donné son nom à cette méthode. C'est un médecin généraliste, c'était un médecin généraliste suisse, qui est né, comme les voyants peuvent le voir, il est né à Morges, au bord du lac Léman, en 1863. Donc, comme je vous l'ai dit, il est mort en 1925.
Et il a eu, comme c'est souvent le cas, les personnes qui découvrent des choses, qui ont une intuition comme ça tout d'un coup, ben, il leur est arrivé souvent un événement qui a provoqué cette intuition. Il a eu un grave problème de santé, Vitoz, et il s'est rendu compte qu'en fait, ben, la souffrance psychique avait une importance énorme dans la maladie de manière générale. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à ça et qu'il a commencé à chercher qu'est-ce qu'il pouvait faire pour soulager ses patients. Voilà. Et il s'est centré, lui, sur le développement de la conscience, hein, pas dans la conscience morale, hein, la conscience, on va dire le conscient, c'est-à-dire le côté conscient de la personne. On va dire un petit peu en contrepoint que Sigmund Freud, qui a vécu à la même époque que Vitoz, Freud, lui, il a cherché plutôt à connaître l'inconscient, alors que Vitoz, lui, il a cherché à étendre, je dirais, il a cherché à développer plutôt le conscient. Hein, comme je disais, il a essayé de diminuer le pilotage automatique qu'on a tous, ce qui est quand même nécessaire, bien entendu, pour beaucoup de choses, mais il a essayé d'en faire du pilotage manuel. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de tout d'un coup automatiquement on appuie sur un bouton et paf, on se met de travers, eh bien on conscientise ce qui se passe, on passe par le corps et cette association émotion négative avec un événement de la vie, cette association va se casser. Il n'y aura plus cette association. Au prochain événement de la vie qu'il y aura, il n'y aura plus l'émotion négative qu'il y avait eu avec. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Après, bon, on pourra, si vous voulez, détailler un petit peu les exercices éventuellement. Et puis, en bibliographie, là, c'est très succinct. Là, j'ai mis simplement les 2 ouvrages du docteur Vitoz. Alors, un qui est vraiment a été écrit par le docteur Vitoz, qui s'appelle, alors attention, tenez-vous bien, parce qu'il n'y a pas un éditeur aujourd'hui qui voudrait d'un pareil titre, Traitement des psychonévroses par la rééducation du contrôle cérébral, Atchoum. Aujourd'hui, on dirait traitement des dysfonctionnements psychiques par la redécouverte du fonctionnement du cerveau. Voilà, on mettrait peut-être un titre comme ça, et encore, c'est beaucoup trop long comme titre, hein, mais bon, c'est un livre qui est sorti en 1911, voilà, c'est ça, qui est réédité régulièrement. Mais en 1911, on n'avait pas les mêmes exigences dans éditoriales, on va dire. Alors, deuxième ouvrage qui permet de lire un peu les propos de Vitoz, ce deuxième ouvrage qui s'appelle « Angoisse ou contrôle ?» Notes de pensée. Ce deuxième livre, en fait, il rassemble des tas de notes qui ont été trouvées après la mort du docteur Vitoz. Voilà. Alors, il y a des quantités d'autres ouvrages qui ont été écrits par des thérapeutes Vitoz. Je mets ici simplement le lien sur le site Vitoz IRDC où on arrive directement sur la bibliographie qui est très, très abondante. Voilà. Je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, on va de nouveau se voir. Et puis, bien évidemment, je suis ouverte à toutes vos questions, tout ce qui peut ne pas être clair, ce qui peut vous venir, enfin, voilà, comme vous le sentez. Alors, je précise que merci. les 2… Merci beaucoup, Agnès, de cet exposé qui nous a bien renseigné. Manu voulait prendre la parole. Oui, il faut faire attention de poser vos questions et de ne pas parler en même temps. Pardon. Je disais juste que les 2 liens qu'Agnès vous a proposés sont accessibles dans la description. Voilà. De la vidéo sur YouTube, tout à fait. Merci Manu de l'avoir dit, j'y pensais plus. Tout à fait. Est-ce que vous avez moi, j'ai une question. Oui, vas-y. J'ai une question. Cette méthode de M. Roger Vitoz me fait penser à la thérapie Tipeee. Est-ce que c'est tout proche? Alors, il y a quelque chose de commun avec ça, c'est que le Tipeee également contacte le corps. Ça, c'est du commun à tous les deux. Mais sinon, elles sont quand même distinctes. Mais on peut dire que Tipeee, ce serait une partie, ce serait une petite partie du Vitoz, un petit aspect du Vitoz. Mais c'est très puissant aussi, la méthode Tipeee. C'est très intéressant aussi. Et on en parlera puisque je crois que parmi
parmi le groupe de voyance, il y a une thérapeute typique. Donc voilà, on va en parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions sur le chat? Alors, en attendant, puis Manu va nous dire s'il veut bien, s'il peut voir sur le chat, ou Eric, je ne sais pas. En attendant, est-ce que dans mon propos, vous avez un peu retrouvé, formulé un petit peu, de plus théoriquement, on va dire, mais est-ce que vous avez un peu l'impression d'avoir retrouvé l'expérience que vous avez fait avec le toucher que je vous ai fait faire tout à l'heure? Pour ma part, tout à fait. Je le fais régulièrement sans savoir que c'est du vitose. Quand ça va pas, quand je suis inquiète, je me concentre sur n'importe quoi, sur une porte, sur ce que je suis en train de toucher, sur une odeur que je sens, sans savoir que c'était du vitose. Voilà. Alors, c'est en fait, là, si je suis tout à fait précise, Armelle, c'est en fait un exercice de concentration, c'est-à-dire que c'est un exercice d'émissivité. Plus exactement, c'est une décentration. Voilà. Et on est très précis dans le vitose, c'est-à-dire que tu étais concentré sur un truc qui te faisait souci, par exemple, et tu te concentres sur autre chose. Donc ça, on va appeler ça une décentration, et c'est un exercice d'émissivité vitose. Alors, bien entendu, tout à l'heure, j'ai pas détaillé que, en fait, vous étiez dans la réceptivité, mais on pourrait très bien prendre conscience aussi du toucher de la main, mais en concentration, donc en émissivité. On le travaille avec les patients, ça, c'est-à-dire la même chose, mais dans un sens et dans l'autre, dans le sens réceptivité et dans le sens concentration. Pour ma part, je dirais, quand tu parlais des angoisses, des choses qui peuvent nous tracasser, moi, c'est que je me trouve quelque part parce que c'est des choses qui m'arrivent souvent, malheureusement. Donc, j'avoue que ce sont quand même des situations qui sont dans lesquelles qui m'arrivent assez souvent, quoi. Oui, donc tu vois, tu as déjà un outil, tu peux toucher, toi tu vois un petit peu, donc tu peux aussi très très bien faire une réceptivité à ce que tu vois. C'est-à-dire que quand on fait une réceptivité à la vue, par exemple, on se contente de recevoir les couleurs, les formes, la lumière, mais on ne nomme pas, on ne formule pas ce qu'on voit. Par exemple, je sais pas moi, on a l'ordinateur devant nous, on ne se dit pas quelque chose. Je vois l'ordinateur. Comme tout à l'heure, je vous ai pas du tout induit de vous formuler que vous sentiez votre main. Non, c'était les sensations de votre main que vous receviez. Pour la vue, par exemple, ça va être les sensations des yeux qu'on va recevoir. Donc effectivement, Manu, par exemple, tu pourrais très utilement, quand tu es angoissé par quelque chose, te faire ce genre d'exercice ou te faire aider même par des gens un peu expérimentés dans ton coin qui font ce genre de choses. Il y a des thérapeutes vitoses, il y en a partout en France, il y en a à l'étranger, il y en a pas mal maintenant. Okay. Quand tu parlais de réceptivité, ça m'a fait penser, Agnès, mais tu n'étais pas là quand Alexandra a fait un exposé sur Bruno Groening. Elle parlait aussi de réceptivité dans les mains, de ce qu'on sent par rapport à l'énergie. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. Est-ce qu'on positionne les mains paumes en l'air si on veut être réceptif? Pas du tout. En vitose, on est dans le quotidien. C'est-à-dire, par exemple, on est en train de faire la vaisselle et on décide tout d'un coup, au lieu de partir dans ses pensées, je sais pas quoi, on décide tout d'un coup de sentir la température de l'eau, d'être dans ses mains, de sentir ce que les mains sentent. Je sais pas moi, la température de l'eau, de la vaisselle, les bruits que ça fait. Donc pareil, accueillir les bruits. On parle volontiers d'accueil. Alors quelle que soit la position des mains, on peut être en mouvement et être réceptif également. Ça, c'est une chose que j'ai pas évoquée, mais parmi les exercices un peu, alors là, c'est un exercice un peu transition, mais qui est quand même dans la réceptivité, c'est ce qu'on appelle, nous, l'acte conscient. C'est-à-dire que on décide que, je ne sais pas, moi, on va aller de sa maison jusqu'à la poste, enfin non, ça peut être loin, alors je sais pas, on va changer de pièce, mettons, on va aller de sa chambre à coucher au salon, on va y aller en acte conscient, par exemple. Donc, on est réceptif et puis on se lève, on marche jusqu'à son salon et puis on avait décidé préalablement, on s'assirait sur tel fauteuil par exemple. Voilà. Mais on fait tout ça en réceptivité.
C'est-à-dire qu'on est juste dans l'accueil des sensations qu'on va avoir. Alors, il y aura plein de sensations parce qu'on va se lever, donc ça va faire plein de sensations dans le corps. Quand on va être debout, ben, on n'entendra pas la même chose en fait que quand on est assis, parce que les bruits ne résonnent pas de la même façon. Peut-être que les odeurs, c'est pas les mêmes quand on est assis et debout, parce qu'on n'est pas à la même hauteur dans l'air, dans la pièce, et ainsi de suite. Peut-être que quand on va changer de pièce, la température de l'air ne sera pas la même, etc. On va accueillir toutes les sensations qui se présentent. Et si on a une poignée de porte à tourner, par exemple, ou à toucher, eh ben, on va, en posant la main sur la poignée, hop, on va sentir je sais pas, la dureté, ou au contraire, si c'est une poignée enrobée de, je sais pas quoi, d'un truc moelleux, que c'est moelleux, c'est froid, c'est chaud, etc. Voilà, donc c'est vraiment, le Vitos, c'est un truc du quotidien. On ne se met jamais dans une posture particulière pour faire du Vitos. Mais les exercices, moi j'ai remarqué que les exercices d'échauffement corporel qu'on fait lorsqu'on fait du théâtre, alors je ne sais pas s'il y a des spectateurs qui sauront de quoi je parle, en tout cas vous le savez, ceux qui font du théâtre avec moi, quand on fait des exercices en marchant, en déroulant du talon à la pointe des pieds, en prenant conscience de toutes les parties qui touchent le sol, en ressentant l'air passer sur le visage, sur les mains, je pense que c'est pareil. Oui, ça c'est de la réceptivité vitose et même ça s'appelle de la marche consciente. Voilà, là c'est très précis. Ça s'appelle de la marche consciente. C'est aussi un exercice vitose aussi. Ouais. Alors évidemment, il n'y a personne pour contrôler là que tout le monde est bien réceptif. Hein. Mais là, s'il y avait un thérapeute vitose, il sait si les personnes sont concentrées sur leurs pieds, le déroulement, etc., ou si elles reçoivent vraiment les sensations. Au niveau nerveux, hein, au niveau, j'allais dire, neurologique, hein, c'est très clair, et nerveux, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a des influx nerveux qui vont des récepteurs sensoriels vers le cerveau central, on les appelle afférentes, et il y a des influx nerveux qui vont dans l'autre sens, on les appelle efférentes. Hein, donc c'est vraiment basé sur des données de physiologie. En fait, si je comprends bien, la méthode Vitos, c'est une thérapie qui consiste à prendre notre environnement comme un lieu de plénitude, nous permet de relativiser après par la suite. Alors, un lieu de, j'ai pas saisi le mot, un lieu de plénitude. De plénitude. De plénitude. Alors, le problème de plénitude, c'est qu'il y a là déjà une interprétation. Le Vitos, c'est peut-être la seule méthode que je connaisse qui conduise les gens à ne pas interpréter. Plénitude, c'est l'idée l'idée du plein, l'idée qu'il y a une totalité, etc. Ça peut survenir, c'est quelque chose qui peut survenir au cours d'un exercice Vitos. Ça peut survenir, mais ça n'est jamais recherché. Par exemple, quand on va induire un exercice Vitos, on ne dira jamais « sentez que votre corps est lourd », sentez que l'espace est grand, jamais. Par contre, ça va être accueillez les sensations de l'espace autour de vous, hein, que vous avez plutôt de l'espace autour de vous. Accueillez les sensations de vos mains. Accueillez, je sais pas moi, l'air, etc., la température. Voilà, par exemple, on va pas dire accueillez la chaleur ou accueillez le froid ou non, accueillez la température parce que l'idée, c'est qu'il y en a un qui va trouver ça chaud, l'autre, il va trouver ça froid. Et le sujet, c'est pas que ce soit chaud ou froid. Le sujet, c'est de parvenir à dissocier la réalité de l'interprétation que l'on en fait. Et c'est comme ça qu'on peut démonter les associations automatiques que l'on fait entre les événements et les émotions. Est-ce que j'ai répondu à la question, Eric? Oui. Merci, oui, d'accord, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ça? Est-ce qu'il y a des trucs sur le chat, Manu, si tu peux voir? C'est désespérément calme. Ça fait rien. Comment on fait pour sentir, enfin tout du moins le thérapeute, oui, pour sentir l'énergie de l'autre, enfin pas l'énergie, parce que comment on fait pour les sensations, comme quoi il y a en réceptivité ou en alors, oui. Alors, il y a
moi, je dirais qu'il y a une convention mentale. Mais là, on n'est pas tous d'accord, les praticiens. Il y en a, pour eux, c'est vraiment, dans la main, ça fait telle sensation quand la personne est réceptive et telle autre sensation quand la personne est émissive. Moi, je pense que c'est une convention mentale. Donc, quand j'ai formé, enfin, un petit peu des vitosiens, un petit peu comme ça, que j'ai aidé un peu des copains, je leur ai toujours dit, écoutez, moi, je sens ça quand la personne elle est réceptive, mais peut-être que vous allez sentir autre chose. Hein, parce qu'il y en a, ils sentent du froid dans leurs mains quand la personne est réceptive et du chaud quand elle est émissive. Moi, ce que je sens quand la personne est réceptive, je sens comme un rouleau à pâtisserie. Alors, pour les personnes qui voient, je vais montrer ce que ça fait dans ma main. Hein, mon doigt, il trace comme un rouleau à pâtisserie qui se déroulerait, qui passerait du poignet, alors à l'intérieur de ma main, hein, du poignet jusqu'au bout des doigts, et puis qui revient au poignet, et ainsi de suite. Alors, quelquefois, dans les exercices respiratoires, j'ai remarqué qu'à certains patients, c'est dans le sens, comment on appelle ça, perpendiculaire, c'est-à-dire le rouleau à pâtisserie part de mon pouce, tout le côté et le pouce de la main, et ça va comme ça jusqu'à l'auriculaire, et ça revient au pouce, hein, tout à travers toute la main. Alors ça, quand je sens ça, alors la vitesse peut être différente, ça peut appuyer beaucoup le rouleau à pâtisserie ou bien très peu, ça peut être très léger, ça m'informe sur l'état de fatigue de la personne. Par exemple, souvent quand c'est très léger, la personne est fatiguée. Quand c'est très fort appuyé, la personne est tendue. Elle est quand même réceptive, mais il y a une tension quelque part. Elle se force un peu. Hein, elle le fait pas dans la facilité. Bon, mais ça, c'est l'expérience qui permet de sentir des choses comme ça. Mais c'est par ce moyen que on va savoir si le patient, bah, effectivement, pendant qu'on est en train de lui induire l'exercice, hein, qu'on va lui faire l'exercice, c'est comme ça qu'on va savoir que le patient, il est vraiment dans l'état de réceptivité que l'on essaye de provoquer chez lui, parce que c'est cet état-là qui va l'aider. C'est cette expérience-là qui, pensons-nous, nous, le thérapeute, qui va aider le patient. Hein, à ce moment-là de sa thérapie. À d'autres moments, il va devoir apprendre à se concentrer, à se décentrer, à se déconcentrer. Par exemple, pour travailler sur le sommeil, hein, quand les gens ont des problèmes de sommeil. Alors toujours après avoir appris à être en réceptivité. Hein. C'est vraiment la base. Hein. C'est l'alpha et l'oméga de cette approche, la réceptivité. Mais les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, on va leur apprendre ce qu'on appelle la déconcentration, c'est-à-dire porter toute son attention, donc être concentré, donc être émissif, sur quelque chose qui diminue. Par exemple, un bruit qui diminue, ou pour les personnes qui voient, un paysage qui s'éloigne. Alors, je sais pas, moi, on regarde un arbre et puis on recule, et l'arbre, il devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, par exemple. Hein, voilà, des choses comme ça. Et ça va aider à s'endormir. Mais c'est un exercice d'émissivité. Voilà, donc je ne sais pas aussi si j'ai bien répondu à la question. C'est très bien, merci. Mais pour arriver à ce type de sensation, hein, il faut quand même passer par de la relaxation intense ou quelque chose de ce genre pour il faut en fait, arriver à développer justement. En fait, il faut faire du vitose, tout simplement. Donc avoir été en thérapie vitose, hein, et donc avoir appris à être réceptif, hein, pour ne pas, comment dirais-je, pour juste recevoir les sensations qu'on aura dans ses mains, dans sa main, simplement. On la reçoit et puis c'est tout. Comme on s'est rendu compte que moi je vois bien, je me rends compte quand j'ai le rouleau à pâtisserie dans ma main, la personne elle est réceptive. Je m'en suis rapidement rendu compte que ça fonctionnait comme ça pour moi. Bon voilà, c'est juste être disponible en fait. C'est de la disponibilité aux sensations, tout simplement. Voilà. Je sais plus, j'avais une idée aussi, mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ça va revenir. Oui. Moi, je reviens. Oui, vas-y. Pardon, vas-y. Je rebondis sur un truc que tu as dit par rapport à la main. Oui. Par exemple, si je monte ma main, ça ferait quoi par rapport selon toi? Attends, j'ai pas compris la question. Excuse-moi. Quand tu montres ta main, oui. J'ai pas très compris par rapport à ça. Imaginons, par exemple, si je montre la mienne, ça donnerait quoi? Alors, est-ce que tu vois sur ma main ou pas ce que je fais? Oui. Eh ça serait cette sensation, comme si tu avais un rouleau à pâtisserie qui passerait comme ça, tu vois? Ça, c'est quand la personne, elle est réceptive.
je sens ça sur ma main. Tu vois, ça serait sur la tienne, ça peut être ça, mais ça dépend des personnes. Alors, quand la personne elle est émissive, je sens autre chose. Hein. Je sens en général, soit ça chauffe, soit ça appuie, ça fait un rond au milieu de la paume, mais ça ne fait plus ce balancier comme ça. Ça fait un rond au milieu de la paume. Quelquefois, c'est pas au milieu de la paume, quelquefois c'est sur les doigts. Ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut appuyer, ça peut piquer. Hein. Quand la personne est très en souci, ça pique. Alors, on est clair, on ne sait pas ce que pense la personne. Mais on sait si la pensée, ça provoque une tension chez la personne ou bien si c'est au contraire quelque chose d'apaisant pour la personne. On le sent parce que la sensation va pas être la même. Est-ce que C'est peut-être une histoire de médiumnité, ça aussi. C'est pas du tout de la médiumnité. On va pas chercher rien du tout. On est au ras du sol, là, on est sur la terre. Hein. On n'est pas dans les esprits. Non, mais sur les ressentis, je parle. Hein. Quand tu dis que tu ressens quelque chose dans les mains, c'est parce que tu captes l'énergie de la personne en face de toi, hein, qui est à distance. Alors voilà, en fait, le fait que ça se passe à distance fait que je pense qu'en fait, nous avons notre aura la plus grande, la plus grande sphère de notre aura, je pense qu'elle n'a pas de limite. Elle occupe tout. Je pense, moi, ça. Mais c'est une croyance, je ne peux pas le prouver, ça. Hein. Mais je pense que c'est pour ça qu'en micro-ostéo, je peux travailler à distance, en magnétisme aussi, et donc que je peux aussi, et je ne suis pas la seule, donc percevoir la vibration vitose à distance aussi. Mais si il y a des personnes qui ne souhaitent pas expérimenter ça à distance. Hein. Moi, j'ai plein de collègues qui ne veulent pas du tout expérimenter ça à distance et qui donc sont en face de leurs patients. Et à ce moment-là, on peut dire que le modèle que l'on peut croire, c'est la question que le cerveau émet des vibrations différentes. Ce qui est probablement vrai, même si on perçoit à distance. Mais c'est très au ras du sol, hein, ça va pas chercher dans les nuages, hein, c'est quelque chose de très terre-à-terre, le vitose. Hein. De toute façon, on n'utilise que très très peu de notre cerveau, une toute petite partie seulement, donc il y a certainement des tas de choses dont le cerveau est capable et qu'on ne sait pas utiliser. Tout à fait. Je suis tout à fait convaincue de ça. Profitez-en, Antoine. Daniel, Sophie. Ah, elle est là, Daniel aussi. Ah oui, j'avais pas vu. Profitez-en, posez vos questions. Allez-y, hein, voilà. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions saugrenues, il n'y a pas de questions qui ont peur de me faire redire quelque chose que j'ai déjà dit. Ça n'a aucune importance. On est là pour expliquer, pour parler de ça, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Les questions saugrenues, c'est pour le vendredi soir. C'est pas le soir. C'est pas très bavard. Bon, bah si, voilà. Hein. N'hésitez pas, les filles. Hein. Et même temps, voilà. On n'hésite pas. Hein. Ça serait dommage, il nous reste encore un peu de temps. Hein. Il est 22h07. Alors, bon, moi, puisque personne parle, moi, je vais parler. Je n'ai pas dit grand-chose. Bon, il y a quelques années, Agnès m'avait donné l'adresse à Soleil de quelqu'un. Hein. J'avais été la voir, la personne. Tu t'en souviens peut-être pas, Agnès? Je m'en souviens pas du tout, non. Hein, mais il y a quelques années. Et c'était pas mal, hein. C'était pas mal, hein. Mais bon, c'était pas pas ce que je recherchais. Mais c'était bien. C'était bien. C'était bien. On avait parlé je pense qu'en avoir parlé à Armel il n'y a pas longtemps, je lui avais dit. Mais oui, tu m'en as parlé. Mais c'était très bien, hein. Mais c'était pas ce que je recherchais moi. Mais c'était bien. Il y a pas, voilà. Hein. Voilà. Je le dis quand même. Voilà, je veux dire, chacun trouve midi à sa porte, hein, voit oui, midi. Bien sûr que oui, bien sûr. Ça dépend, voilà, ça dépend aussi ce qu'on vient chercher, voilà, ça dépend pourquoi ce qu'on vient chercher. Mais c'est ça. Et moi, je me recherchais, je savais pas trop ce que je voulais. Je savais que c'était pas ça, il y avait autre chose. Voilà. Donc, et puis moi, dans mon époque, bon, j'ai toujours mal au dos, hein, j'ai toujours eu mal au dos. Et moi, le truc, c'était de me soigner le dos, soigner le dos. Ça, c'est autre chose. Donc, c'était une vraie obsession. Donc, elle ne pouvait pas me soigner le dos. Voilà, c'est pas possible, on ne soigne pas comme ça d'un coup de baguette magique. Alors, donc, voilà, j'étais à la recherche de moi-même pour soigner mon dos. Donc, j'ai pas pu, tu vois, ça n'a pas… Oui, mais c'était pas ça qui te convenait à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Voilà.
Ah ben, tu sais, moi, j'ai fait ma thérapie Vitose parce que, bien entendu, tout thérapeute a fait une thérapie Vitose, hein, ça va de soi. Et en plus, est en supervision. Hein, ça, j'en ai pas parlé, mais enfin, ça fait partie. N'importe quel thérapeute de n'importe quoi, dès lors qu'on touche au psychique, doit être en supervision, évidemment. Ça veut dire qu'il est lui-même, il va lui-même régulièrement chez un autre thérapeute, de sa partie ou pas forcément de sa partie d'ailleurs, et il lui parle de sa relation avec ses patients, hein, évidemment, parce que la relation au patient du thérapeute, c'est très important dans la mesure où ça renseigne sur le thérapeute lui-même, ça le renseigne sur lui-même, donc il faut qu'il aille en parler à un tiers et mettre ça à plat avec un tiers, parce que bien entendu, s'il ne sait pas ce que ça met en jeu, le thérapeute pour lui-même, il peut pas être bon du tout pour le patient qu'il a, parce qu'il va projeter ses problèmes sur le patient, par exemple. Voilà. Donc, on doit être en supervision, on appelle ça. Mais bon, ça, c'est une question. Oui. La supervision, c'est une règle. C'est bon, il y a pas un psychanalyste qui soit pas lui-même en supervision non plus. Enfin, voilà. Dans beaucoup, oui, je ne sais pas te le dire, mais dans beaucoup de choses, comme on fait, on est tous en supervision. Voilà, tout à fait. Oui. Bon, Sophie n'a pas de questions, apparemment. Bon. Alors, Oui. une petite question. Est-ce que la méthode Vitose peut être pratiquée chez les animaux? Je m'explique. Voilà, j'ai un chien guide, et le chien guide, quand il est stressé parce qu'il rencontre un autre chien, par exemple, on lui demande de donner des croquettes, ce qui fait que dans son corps, en fait, il va se sentir bien parce qu'il mange des croquettes. Son attention va se tourner vers les croquettes et non plus vers le chien, et donc il va évacuer son stress du coup. Alors, là, on peut parler de méthode Vitose. Alors, je comprends un peu entrecoupé. C'est assez dur de te comprendre, Eric, mais j'espère avoir compris à peu près. Tu me parles du Vitose. Est-ce que tu veux que je répète? Oui, je veux bien, mais si tu as compris, toi. Vas-y. Parce que En fait, voilà, le souci, c'est notre chien guide. Quand il croise un chien, il est très stressé parce qu'il a envie de s'amuser, il a envie de… Voilà, c'est un comportement de chien, on va se dire. Mais il faut qu'il se concentre sur son travail. Donc, nous, on nous a dit qu'il faut lui donner des croquettes pour le calmer. Est-ce que le fait de manger des croquettes, on pourrait dire pour lui qu'il se concentre sur autre chose pour oublier la présence du chien qui le déconcentre? Alors, ça pourrait être Vitose. Voilà. Alors, on peut dire que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ça, en fait, ça le décentre, hein, le chien, sur la croquette au lieu de sur l'autre chien. Ça, c'est d'une décentration. Sauf que le problème, le mot essentiel qui manque, c'est la conscience. Dans quelle mesure le chien est conscient qu'il est en train de se décentrer sur… Non, il n'y a pas la conscience. Hein. Il n'y a pas la conscience, ou en tout cas pas au degré d'un être humain qui pourrait faire autre chose. Là, le chien… il va fonctionner, disons, au plus naturel. Il est le plus naturel par rapport à la loi du plaisir pour un chien, c'est d'éprouver un plus grand plaisir à bouffer une croquette que d'aller s'occuper de l'autre chien. C'est probablement ça qui marche. Hein. Donc, c'est la loi du plaisir, ça, je ne sais plus comment, enfin, le principe de plaisir, mais ça, comme ça s'opposerait à principe de réalité, et c'est pas juste de dire cette expression-là, parce que principe de plaisir, principe de réalité, c'est des notions de psychanalyse, et ça sous-entend une conscience et une liberté. C'est-à-dire la capacité, même si un plaisir est plus grand d'un certain côté, de ne pas choisir le côté où le plaisir est plus grand. Ça, c'est la liberté, c'est le libre arbitre qu'on connaît, disons, normalement chez l'être humain, quand il veut bien le développer, parce que bon, parfois on se demande, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en principe, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Vitose quand il n'y a pas de conscience. Voilà. Par contre, bien sûr, un chien, en principe… Merci, en tout cas. Pardon? Il dit merci. Ah, ok. Donc, c'était bien la question. Ok. Oui, je pensais à un truc. Bien évidemment, il n'y a pas tellement de handicap qui rendrait le Vitose inaccessible, parce que même des personnes, par exemple, qui sont lourdement handicapées au niveau psychiatrique, pas handicapées, mais malades psychiatriquement. Je pense, par exemple, à des personnes qui font des crises
de délire. J'ai eu ce cas dans mes patients, une personne qui a fait des crises de délire et qui a parfois, même assez souvent, l'angoisse d'en faire d'autres, parce qu'évidemment, c'est dramatique. Hein. On se trouve dans un aéroport et on fait une crise de délire, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est, enfin, c'est absolument dramatique. Hein. On ne peut même plus décliner son identité, enfin, c'est quelque chose c'est affreux, c'est l'enfer sur la Terre. Avec le vitose qui amène à une conscience du ici et maintenant, hein, puisqu'on descend dans le corps tout le temps, on arrive, alors pas toujours, bien entendu, mais on arrive parfois, et j'ai pu le faire, à couper l'arrivée d'une crise de délire. Donc à l'éviter. Alors attention, hein, on met plein de bémols parce que ça va pas être à tous les coups, ça va être parfois, etc., etc., etc. Mais j'ai pu le faire, c'est arrivé. Donc des personnes psychotiques qui ont aussi des énormes épisodes délirants, il arrive qu'on puisse couper parfois l'arrivée d'une crise de délire. Est-ce qu'on peut aider aussi les personnes qui sont schizophrènes par le biais de la méthode Vitose? Dans la même mesure que ce que je viens de dire pour le délire d'un état limite, enfin, comment on appelle ça, d'un bipolaire, un schizophrène, oui, là, il y a clivage de personnalité. Dans tous les cas, on ne va rien guérir du tout, hein, là, d'une maladie psychiatrique de cet ordre. Hein. Mais on peut parfois couper des crises de délire. Parce que c'est un délire, hein, la division, c'est une sorte de délire, on va dire, la division de la personnalité. Hein. Donc, en ramenant la personne au ici et maintenant, parfois, je pense qu'on devrait pouvoir. Personnellement, j'ai pas l'expérience avec des schizophrènes, hein, j'ai pas l'expérience. J'ai eu avec des bipolaires, mais j'ai pas eu avec des schizophrènes. Et comment on fait pour éviter, par exemple, une personne qui est dans l'envie de vouloir se foutre en l'air, hein, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être face à ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut ramener la personne à une conscience un peu plus gaie, quoi? Alors évidemment, la réponse, elle va être un peu normande, enfin, elle va être un peu pas claire, parce que ça va dépendre. Il va y avoir mais qu'est-ce qui fait que vous voulez vous foutre en l'air? Qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Et en fonction, on va chercher un terrain d'accroche. Il arrivera souvent qu'on ne pourra pas faire de la réceptivité immédiatement. On sera obligé de passer par une décentration, donc par des exercices de concentration, mais sur d'autres choses, hein, faire travailler la personne sur la décentration, et seulement après, on pourra accéder à des exercices de réceptivité. Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive qu'on prenne la méthode Vitose un peu à l'envers. Pas tout à fait, mais un peu à l'envers. On commence par l'émissivité et on amène la personne à la réceptivité. Ordinairement, on commence dans l'autre sens. Voilà, donc ma réponse… Quelle est la situation Oui. Quelle est la situation la plus incroyable que tu aurais à nous raconter sur, par exemple, ton témoignage de thérapeute Vitose, je sais pas, quelque chose d'incroyable qui est arrivé, de miraculeux par rapport à une situation qui était compliquée, une situation amusante, voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter qui t'est arrivé? Alors, j'ai une situation qui s'est produite avec une personne qui venait pas du tout me voir pour du Vitose, normalement. Elle venait me voir pour chanter. Hein, c'est à l'époque où j'étais prof de chant. Et puis, elle était complètement démontée. Enfin, ça n'allait pas du tout. Elle pleurait, elle était mal. Elle savait plus où elle habitait. Enfin, j'exagère. Elle n'était pas en délire, hein, mais c'est pas du tout une personne psychiatriquement malade. Hein. Mais bon, elle était vraiment mal. Elle avait plus de confiance en elle, plus rien. Enfin, c'était vraiment, enfin, elle est arrivée, mais pour dire qu'elle venait au cours de chant, quoi, parce que franchement, c'était affreux. Et je sais pas, j'ai eu l'idée à ce moment-là, parce qu'on me l'a fait faire et que ça m'a fait faire énormément de bien. J'ai eu l'idée de me mettre debout avec elle dans la salle et de lui dire, choisissez un angle d'un mur, hein, une arête d'un mur de la salle. Choisissez une arête
Alors elle choisit, là elle montre, voilà, une arête. Vous voyez ce que je veux dire avec l'arête d'un mur, hein, tout le monde comprend? Oui, tout à fait. D'accord. Donc on voit donc ça fait comme un trait vertical, hein, c'est un angle comme ça qui est vertical. D'accord? Voilà. Et je lui dis déjà de se concentrer dessus. Là, j'ai pas cherché à ce qu'elle se mette en réceptivité parce qu'elle était vraiment trop loin. Enfin, ça allait trop mal pour que je puisse faire ça. Donc, je lui ai demandé de se concentrer sur cette ligne verticale qu'elle voyait au mur. Et puis, je lui ai proposé d'imaginer que la ligne verticale, elle se l'appropriait, elle se la rentrait dans le corps et elle se la mettait dans la colonne vertébrale. Elle s'intégrait à l'intérieur de son propre corps, cette verticalité, elle faisait rentrer dans sa colonne vertébrale. Je crois que je peux dire en 3 minutes, même pas, peut-être en 2 minutes, elle était sur pied. C'était terminé, elle avait plus de problème, c'était réglé. Elle pouvait me dire ce qui s'était, ça c'est extraordinaire, hein, j'ai pas vu des cas comme ça souvent, hein, où elle m'a expliqué, parce qu'elle a pu m'expliquer après ce qui s'était passé, parce qu'elle était tellement mal quand elle est arrivée qu'elle était même pas capable de me dire pourquoi ça, ce qui allait pas et pourquoi ça allait pas. Elle pouvait même pas me le dire. Et elle m'a dit, mais Agnès, voilà, il y a ça qui n'allait pas. C'est pour ça que je suis arrivée à l'envers. Mais alors, mais c'est extraordinaire, là, maintenant, mais je peux tout affronter. Il n'y a pas de problème, je vais régler les problèmes. Et je peux vous dire quelque chose comme 6 mois après, je n'avais plus cours de chant, enfin bon, la vie avait changé, tout ça. Elle m'a écrit en me disant, Agnès, écoutez, vous m'avez donné des cours de chant, tout ça, ok. Mais je peux vous dire, le souvenir qui me restera vraiment, mais pour la vie avec vous, c'est quand le dernier cours de chant que j'ai eu avec vous. Et elle mettait point de suspension, à moi de me rappeler de quoi il s'agissait. Elle me dit, je vais bien, je vais même très bien, enfin voilà, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un cas vraiment, je sais pas, j'ai eu tout d'un coup cette idée et puis ça l'a remise debout, en fait. Ça l'a remise debout, tout simplement. Debout. On a un exercice en Vitos qui s'appelle l'homme ou la femme debout, selon qu'on a un homme ou une femme devant soi. L'homme debout ou la femme debout. C'est un exercice Vitos également. Et il t'est arrivé de soigner des enfants, des petits-enfants, je sais pas, moi, Alors on peut le faire, difficultés à l'école, puisque tu en parlais peut-être. Non, j'en parle pas parce que moi je l'ai pas fait. Je me sens pas de le faire. C'est pas mon domaine. Je le sens pas, les enfants. Donc, mais j'ai plein de collègues qui prennent en thérapie les enfants et ça marche très bien. Hein. Alors par exemple, des enfants justement à l'école, ils ont du mal, voilà, et ben ça, les séances Vitos les aident énormément. Ça marche extrêmement bien sur les enfants. Les enfants soi-disant hyperactifs, c'est très efficace aussi. Voilà. Et oui, les enfants. Alors, le Vitos, je l'ai pas dit aussi, ça se pratique en individuel, mais ça peut se pratiquer en groupe également. Hein, il y a des groupes justement à Vitos IRDC qui m'a formé, l'association qui m'a formé. Ils font des groupes en entreprise. Ils font des groupes Vitos pour aider les gens justement à mieux travailler, à se sentir mieux au travail, quoi. Voilà. C'était très, très intéressant. Profitez-en, posez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions en attendant, pour vous inspirer, je vais quand même témoigner, moi, de mon expérience personnelle, qu'est-ce que le Vitos m'a apporté. Et puis, ça vous donne le temps de penser à des questions si vous voulez. Le Vitos, alors, c'est pas compliqué. Moi, j'ai vécu un moment où j'allais vraiment pas bien. J'arrivais même pas à décider de sortir de chez moi pour aller acheter quelque chose à manger en face de chez moi, quoi. À l'époque, j'habitais Vitry, les commerçants étaient quasiment en face de chez moi. Et ben, j'arrivais pas à sortir de chez moi pour acheter quelque chose à bouffer, quoi. C'était tellement on appelle ça aboulique, hein, c'est-à-dire j'arrivais pas à agir. J'étais bloquée, j'arrivais pas à agir. Et j'ai pu agir quand même une fois. J'ai regardé sur Internet parce que j'étais tellement mal. Et à ce moment-là aussi, le chant, enfin, c'était très compliqué. J'ai vécu comme ça 2 épisodes très difficiles. Et donc, à ce moment-là, je regarde un peu sur Internet. Et puis, comme par hasard, et si tant est qu'il y a un hasard, ce que je ne crois pas, bien sûr, je tombe sur le mot vitose.
Je dis, tiens, c'est drôle, je connais ce mot-là. J'ai déjà. Alors, évidemment, on va penser à Vincent Vitoz, mais non, à l'époque, c'était pas Vincent Vitoz, hein, le skieur, hein, non. C'était parce que j'avais déjà vu ce mot-là quelque part. C'était un lien hypertexte, hein, sur un site. Alors, je regarde, je vais sur ce lien et j'arrive sur le site de Vitoz IRDC. Et là, j'ai commencé à lire, et je me suis dit, mais nom d'un chien, c'est ça qu'il me faut. J'y vais. Alors, je suis allée voir. Ils faisaient un week-end découverte, comme ils continuent de faire. D'ailleurs, ils font des soirées découvertes et ils font des week-ends découvertes aussi. Ils faisaient donc un week-end découverte auquel je me suis inscrite. Donc, dans les week-ends découvertes, on fait faire aux gens presque tous les exercices Vitoz pour qu'ils voient un peu à quoi ressemble la méthode, quoi. Voilà. Alors, et en groupe, hein, puisque on est plusieurs à être là, et puis il y a un animateur, et voilà. Alors, il y a un exercice qui m'a fait un bien, mais incroyable, qui m'a, à moi aussi, remise debout. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, j'étais si efficace, et le Vitoz avec moi a été si efficace pour cette dame qui venait chanter. C'est que il y a un exercice qu'on appelle l'acte volontaire. Hein, donc, ça met en jeu la volonté. Hein, la volonté en tant que l'acte du vouloir, hein, pas en tant que la volonté morale. Hein, je répète bien parce que c'est pas la volonté dans le sens t'as de la volonté ou t'as pas de volonté. Hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens t'es capable de vouloir quelque chose ou pas. Voilà, c'est pas du tout pareil. L'acte de vouloir. Donc un acte volontaire. On m'a fait faire un acte volontaire et ça m'a remise d'aplomb. Alors c'est quoi un acte volontaire? C'est par exemple je sais pas, il faut que je téléphone à quelqu'un et j'arrive pas à le faire parce que je suis timide, parce que je sais pas quoi, parce que je trouve toujours moyen de pas le faire, parce que j'en sais rien, parce que voilà. Alors, donc je vais déjà savoir qu'est-ce que je veux faire. Je veux téléphoner à la personne en question parce que je sais pas, moi, elle m'a téléphoné il y a 2 mois et je voudrais lui rendre l'appareil parce que en fait c'est quelqu'un de très gentil et il n'y a pas de raison pourquoi je n'arrive pas à lui téléphoner, quoi. Elle est très sympa, il n'y a aucune raison. Mais j'arrive pas à le faire. Bon, donc qu'est-ce que je veux? Je veux téléphoner à la personne en question. Deuxième question que je vais me poser, c'est les questions que Vitoz nous indique dans son livre Traitement des psychonévroses, etc. Deuxième question que je vais me poser, est-ce qu'il y a des obstacles au fait que je téléphone à cette personne? Objectivement, il n'y a pas vraiment d'obstacle. J'ai un téléphone, j'ai son numéro de téléphone, j'ai pas d'obstacle objectif pour ne pas lui téléphoner en fait. Donc non, il n'y a pas d'obstacle à ce que je téléphone à cette personne. Troisième question, probablement la plus importante, est-ce que je veux vraiment téléphoner à cette personne? Et là, beaucoup de personnes à cette troisième question répondent en fait, je ne le veux pas vraiment. Alors moi, par exemple, imaginons l'acte réussi, l'acte bien enclenché. Oui, je veux vraiment téléphoner à cette personne. Et quand j'exprime que je veux vraiment téléphoner à cette personne, il y a quelque chose vers le plexus qui se met en branle et qui fait que tout d'un coup, je suis dans une autre attitude physique. Et comme j'ai l'habitude, je dis j'ai en général, l'habitude, parce que je suis un vitosien expérimenté, j'ai l'habitude d'être à l'écoute des sensations de mon corps, j'ai remarqué que ça me mobilise tout mon corps que de dire je veux téléphoner à cette personne. Alors après, soit je peux le faire tout de suite, dans ce cas-là, hop, je prends mon téléphone et j'appelle. Soit, et quand j'aurai appelé, je raccrocherai le téléphone et je n'oublierai surtout pas de me féliciter d'avoir fait cet acte volontaire que j'arrivais pas à faire et que là j'ai réussi à faire. Et je vais me mettre à l'écoute dans mon corps de ce que ça me fait comme sensation, cette réussite de cet acte volontaire. Alors là, je l'ai fait tout de suite, mais imaginons que je suis chez mon thérapeute, je peux pas téléphoner à la personne tout de suite, donc je vais le faire, mais en différé. Ce sera un acte volontaire différé. Dans ce cas, on va décider avec le thérapeute, c'est le patient qui va décider du jour et de l'heure à laquelle il téléphonera à la personne en question. Il fera l'acte qu'il n'arrive pas à faire. Et à ce moment-là, dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, l'image mentale, on va s'imaginer mentalement l'heure, le jour et l'heure, et chez soi, enfin à l'endroit où on sera,
avec les sensations, comment ça va être. Est-ce qu'il fera jour? Ben oui, s'il est 10 heures du matin, il fera jour, mais s'il est 21 heures, il fera nuit. Voilà, par exemple, je sais pas, hein, on est au mois d'avril, imaginons. Bon, voilà. Donc, le jour, la nuit, il y aura de la lumière, pas de lumière. Comment ça sera probablement l'odeur de la pièce, la sensation des fesses sur le siège, comment ça sera, tout ça, plein de sensations comme ça que je m'imagine à l'avance que je vais avoir quand je vais prendre le téléphone. Donc, je vais sentir le contact de ma main avec le téléphone, je vais sentir son poids, je vais sentir sa température, je vais voir, par exemple, si je vois clair, je vais voir sur l'écran la réflexion de la lumière du plafond, par exemple, hein, parce que l'écran il est brillant, alors je vais voir la lumière se refléter, par exemple, etc. Et je vais sentir, je vais toucher mon téléphone, imaginons, pour faire le numéro, etc. Et jusqu'au moment où je mets le téléphone près de mon oreille, et la personne, sans doute en face, va décrocher. Donc, je m'imagine tout ça, en quelque sorte, pour me programmer à faire cet acte à tel jour, à telle heure. Et bien entendu, donc, si tout va bien, je vais faire cet acte au jour et à l'heure prévue. Généralement, je n'oublie pas parce que justement, je me suis programmée chez mon thérapeute pour le faire, hein, parce que je suis d'accord avec cette programmation, bien évidemment, puisque je veux le faire. Hein. Sinon, j'aurais dit non. Est-ce que tu le veux vraiment ou vous le voulez vraiment? J'aurais dit non, je ne veux pas vraiment le faire. Dans ce cas-là, on ne continue pas. La personne ne veut pas vraiment le faire, on ne le fait pas. Hein, on ne va pas continuer l'acte. Mais si la personne, elle a dit qu'elle voulait vraiment le faire, alors on va faire. Et au moment prévu, on va faire l'acte. Et évidemment, à la séance de vitose suivante chez le thérapeute, eh bien, on va raconter ce qui s'est passé avec cet acte volontaire différé. Est-ce qu'il a pu être fait finalement? Ou bien est-ce qu'il n'a pas pu être fait? Pareil, en vitose, il n'y a jamais d'échec. Jamais. Ça n'existe pas un échec en vitose. Ça n'existe pas. C'est une expérience. Par exemple, si l'acte volontaire n'a pas été fait, on a expérimenté que probablement qu'au moment où on a décidé de l'acte volontaire, on n'était pas vraiment d'accord pour le faire. En général, c'est ça qui se passe. Après, il peut y avoir aussi eu un événement qui fasse que, je sais pas, il y a la machine à laver qui déborde. Bon, au moment et à l'heure où il faut passer le coup de fil, c'est clair qu'on va s'occuper de la machine à laver. Voilà. Hein. Voilà. Combien de temps met une formation de thérapeute vitose? On met combien de temps pour être formé? 4 ans. 4 ans. On met 4 ans. Dans les deux associations, il me semble que c'est 4 ans. Parce que, en fait, les 2 premières années, on fait sa thérapie vitose, on apprend vraiment à utiliser le vitose. Et les 2 années suivantes, en tout cas, je parle pour l'IRDC, hein, donc l'Institut qui m'a formé, les 2 années suivantes, bien sûr qu'on continue de faire du vitose et tout, mais la thérapie personnelle est en principe terminée, si on peut dire qu'on termine une thérapie, mais enfin bon, on a quand même fait le plus gros du travail. Et on travaille beaucoup à d'autres matières, en plus du vitose. Par exemple, la psychopathologie, parce que c'est quand même très intéressant quand on a quelqu'un qui arrive et qui est psychotique, si on peut le repérer, c'est quand même bien. Parce qu'à ce moment-là, il s'agit de conduire la personne chez un psychiatre, avant toute chose, hein, ou de vérifier que la personne est suivie en psychiatrie. Parce que là, on rigole pas. C'est comme en micro-ostéo, quelqu'un qui arrive avec des saignements, hein, comme j'avais raconté, je crois, une fois, des saignements vaginaux quand elle est ménopausée depuis 15 ans, il y a un problème. Donc, écoutez, vous allez voir le médecin et vous reviendrez me voir après. Voilà. Là, c'est la même chose, hein, bien sûr. Hein. Donc, il y a des cas. Bon, donc la psychopathologie, ça va nous permettre d'apprendre un petit peu l'essentiel des pathologies psychiatriques et de pouvoir, à peu près, hein, c'est jamais, on n'est pas des médecins, bien entendu. Enfin, si, il y a des médecins qui sont vitosiens, mais enfin, moi, je ne suis pas médecin. Ça va nous aider à les repérer, disons, à repérer un petit peu les personnes qui nous paraissent, ça nous paraît plus grave que simplement le domaine d'une thérapie vitose. Et à ce moment-là, est-ce que vous consultez un médecin? Est-ce que, etc. On va s'informer auprès du patient pour savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la question c'était… Oui, alors donc ça, dans la 3e et 4e année. Et puis également, on va apprendre, enfin on va travailler sur ce qu'on appelle la relation thérapeutique, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, hein, qui est vraiment très importante dès qu'il s'agit d'une relation où le psychique rentre en jeu.
Alors, en fait, moi, le travail que j'ai pu faire dans la relation thérapeutique avec l'Institut Vitose IRDC me sert également dans ma relation thérapeutique avec mes patients en micro-ostéo, bien que, a priori, le domaine, il n'est pas psychique à première vue. Il peut l'être à seconde vue, mais il ne l'est pas à première vue. Sauf que le phénomène, alors les spécialistes savent de quoi il s'agit, je peux expliquer vite fait, mais de ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert, ça joue dans n'importe quelle relation d'aide. Voilà, donc c'est quelque chose à connaître et c'est quelque chose qui peut jouer des tours. Il y a des gens, par exemple, ils viennent parce qu'ils ont besoin de régler des conflits. Donc, ils vont essayer de créer un conflit avec le thérapeute pour essayer d'avancer. Donc là, le thérapeute, pour aider le patient, le thérapeute ne doit pas rentrer dans le conflit, bien évidemment, sinon le patient ne pourra pas dépasser le conflit. Voilà, le genre de choses, par exemple. Donc, c'est pour ça aussi que la supervision est indispensable, parce que si le thérapeute rentre dans le conflit parce qu'il projette sur le patient ses propres problèmes, eh bien, donc, il ne rend pas service au patient, bien au contraire, et bien évidemment, lui-même ne se rend pas service parce qu'il conforte ses propres problèmes psychologiques. Voilà. Donc, il faut que le thérapeute soit capable de repérer, en quelque sorte, ou d'avoir une petite idée de ce qui se joue dans la relation que le patient a avec lui, et qu'il l'apporte en supervision si pour lui ça pose problème. Quelquefois ça pose pas de problème parce que c'est une chose que le thérapeute a réglée dans sa vie à lui. Hein. Mais quand il n'a pas vraiment réglé le problème, et souvent on a des patients qui nous arrivent avec des problèmes qu'on n'a pas réglés, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir d'ailleurs souvent, et ben à ce moment-là, c'est en supervision qu'on va avancer. Voilà, pour pouvoir aider le patient. Et puis il y a des cas, ça m'est arrivé aussi, où Fanny voulait poser une question. Oui, au bout d'un moment, je vais achever. Hein. Au bout d'un moment, je dis, stop, ce patient-là, je l'envoie à quelqu'un d'autre parce que moi, je ne peux pas aller plus loin avec la personne. Voilà. Alors, tu parlais de pensées. Quelles sont les pensées qu'on peut traiter avec Vitose? Quelles pensées qu'on peut traiter avec Vitose? Alors, on ne traite pas des pensées, on traite de ce qu'on fait avec les pensées. C'est-à-dire, quand une pensée, c'est une pensée, elle survient. Hein, la pensée, on ne peut pas l'empêcher de survenir. Elle arrive comme ça, pouf, tout d'un coup. Par contre, on peut prendre des décisions par rapport à une pensée. On peut décider de continuer dans cette pensée. On peut décider de la mettre de côté parce que c'est une pensée très utile, mais que c'est pas le moment de la traiter. Hein, c'est pas le moment d'y penser, mais c'est utile et on pourra faire ça plus tard. Donc, on la met de côté. Et puis, on peut décider de l'écarter, cette pensée, de l'éliminer complètement, en disant c'est une pensée inutile, je décide que je ne penserai plus ça. Donc, si ça revient, eh bien, je vais faire une réceptivité vitose, je vais faire une décentration pour ne plus être dans cette pensée-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah oui, ok, je te remercie. Hein, c'est important comme question parce que c'est pas la nature des pensées qui est important, c'est d'être le maître. C'est pas nos pensées qui doivent nous gouverner, c'est nous qui devons les gouverner. Le Vitose nous permet de nous gouverner nos pensées, et gouverner nos émotions et gouverner ce que nous faisons avec notre corps également. Autant que possible, bien sûr, c'est jamais total, c'est jamais. Mais l'idée, c'est la maîtrise de soi. Dans la joie, hein, c'est pas totalitaire, c'est pas autoritaire. Voilà. Pas du tout. Histoire de traiter l'information. Une information qui me provient, une pensée, n'importe quoi. J'ai une information qui me provient et le fait de la traiter, c'est la traiter. La vitesse, c'est d'avoir la maîtrise nécessaire pour traiter cette information. C'est ça. L'analyser, prendre du recul donc et la classer. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Par exemple, je pense à un rendez-vous que j'ai demain et qui me soucie. Mais en fait, imaginons, je peux rien faire, quoi, parce que j'ai rien à changer par rapport à ce rendez-vous. Il aura lieu et il n'y a pas d'action qui fasse que ce rendez-vous me souciera moins. Je ne peux pas entreprendre une action qui enlèverait du souci par rapport à ce rendez-vous. Donc, le souci est inutile, il ne me sert à rien. Donc, je vais prendre la décision de sortir de ce souci.
Donc, je vais prendre après les outils que j'ai avec mon thérapeute Vitose ou tout seul, puisque l'idée, c'est que je devienne autonome. Hein. Donc, au bout de quelques temps, je vais moi-même piocher dans mes exercices qui marchent bien. Et je vais me faire tel exercice, je sais pas, une marche consciente. Je vais aller me promener, par exemple, mais en me promenant, je vais faire ça en marche consciente, au moins pour une partie de ma promenade, par exemple. Voilà. Et du coup, pendant ce temps-là, je ne vais pas me faire de soucis. Et comme par hasard, quand j'aurai terminé ma promenade, il est fort probable que je regarderai ce rendez-vous de demain de très loin. Ça me touchera plus du tout de la même façon que ça me touchait avant la promenade. Comme vous l'avez vécu tout à l'heure avec le toucher de tout à l'heure avec les mains. Pareil. Okay. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça parce que, alors moi, quand j'ai des rendez-vous que je juge importants, autant il y a certains qui ne touchent pas tellement, autant d'autres, j'ai hâte de les avoir, mais en même temps, j'appréhende. Donc là, la question est bien sûr de autant que possible, qu'est-ce qui fait que tu appréhendes, qu'est-ce qui fait que… Mais c'est surtout, ce qu'on va faire plutôt en Vitose, plutôt que de raisonner sur pourquoi ça appréhende et machin, on va plutôt faire, et ça c'est très, comment dirais-je, c'est assez efficace, c'est pendant que tu penses à ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Dans ton corps, il se passe quoi quand tu imagines le rendez-vous? Tu vois, le genre de choses. Alors, il y a un qui va dire « Ah, ça me serre le ventre. » Ah bon, à quel endroit? Bon, à tel endroit, là, ça me serre, ou bien ça me chauffe quelque part, ou bien ça me tend les pieds, ou bien ça me, je sais pas quoi. Alors, le travail du vitosien, enfin du thérapeute, ça va être de dire, eh bien, mettez-vous à l'écoute de l'endroit que vous sentez, là, qui est tendu actuellement. Mettez-vous à l'écoute. Accueillez cet endroit tel qu'il est. Il est tendu, accueillez-le comme il est. Et on reste en contact. Restez en contact avec cet endroit qui est tendu actuellement. Et puis, si vous sentez un changement, vous décrivez ce que vous sentez. Si vous n'en sentez pas, il n'y a pas de changement. Vous acceptez tout d'avance comme ça se présente. Généralement, mais pas toujours, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de choses présupposées en vitose. Hein. C'est selon le vécu du patient. Très, très souvent, la tension du corps qu'il y avait par exemple à l'idée du rendez-vous en question, la tension va peu à peu, ou elle va changer d'endroit, elle va commencer par changer d'endroit, ça arrive assez souvent. Donc pareil, on va inviter la personne à accueillir l'endroit qui est tendu. Alors c'est pareil, on va accueillir la tension, mais on va surtout accueillir l'endroit qui est tendu, hein, le lieu où c'est tendu. Et puis, on ne va pas répéter que c'est tendu tout le temps, parce que c'est ce qu'a dit la personne une fois, mais 2 minutes après, ça peut ne plus être tendu, justement. Donc, comme on n'en sait rien, alors on va dire, comment c'est maintenant? Qu'est-ce que vous sentez à cet endroit? Alors, la personne peut dire, c'est toujours tendu, ça n'a pas évolué. Ou bien, c'est un peu moins tendu. Ou bien, c'était tout serré, maintenant ça me chauffe. Ou bien, ça se dissout. Alors ça, c'est généralement ce qu'au bout d'un moment, il finit par se produire, assez souvent. Ça finit par se dissoudre, la tension disparaît. Alors on demande à la personne d'accueillir comme c'est. Et puis ensuite, on lui propose de penser à nouveau à son rendez-vous qu'elle a demain, ou je ne sais pas quand, là, qu'il l'avait tendu. On lui propose de se réimaginer de nouveau ce rendez-vous. Et en général, elle s'en fout, quoi. Ça ne lui fait plus rien. Voilà. C'est du tipi, ça? C'est très proche du tipi. Cet aspect-là du vitose est très proche du tipi. Ah, oui. Mais ce n'est qu'un aspect du vitose. Mais ça, c'est très proche, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, chose importante, on n'induit jamais le résultat au patient. Hein. On n'induit pas. Et aussi. Voilà. Oui. Et aussi, c'est très proche de la sophrologie, parce que moi, j'ai fait de la sophrologie pendant des années. Les exercices on se concentre sur la joie qu'on éprouve, on éprouve après un événement qui fait plaisir. C'est très proche voilà, je sais pas, c'est… Alors, il y a une proximité, mais il y a aussi une très, très grosse différence. J'insisterai jamais assez dessus. C'est que le plaisir ou le pas plaisir peut nous chaud en vitose. Ça n'a aucune importance. Ça se constate comme on dira que mes cheveux sont blonds ou que ceux de Manu sont bruns. Voilà. Ça se constate. Et quand on arrive à constater les émotions, on en est libéré. C'est-à-dire ce ne sont plus elles qui nous dirigent, c'est nous qui nous dirigeons.
Voilà. Donc, ce que j'ai pu, moi, remarquer en sophrologie, généralement, c'est qu'on induit le résultat. Sentez que votre corps devient lourd, etc. Ça, c'est pas du vitose. Par contre, accueillez les sensations de votre corps. Ça, c'est du vitose. Est-ce que vous comprenez la différence? Ah oui, tout à fait. J'ai dû avoir une sophrologue qui utilisait un peu de vitose parce que j'en trouve des exercices qu'elle nous faisait faire. Ouais. Alors, on a des vitosiens qui sont devenus sophrologues, mais c'est assez rare parce qu'en général, la méthode vitose est très, très complète et c'est pas tellement souvent qu'on trouve. Par contre, l'inverse arrive. On a des sophrologues qui deviennent vitosiens parce qu'ils découvrent. Ça, c'est le grand génie de Vitose, c'est d'avoir compris que c'est l'acceptation de n'importe quel résultat, c'est-à-dire de toute possibilité, c'est ça qui est thérapeutique à proprement parler. C'est-à-dire que tout est acceptable. Il n'y a pas, enfin, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas de résultat induit. Le thérapeute ne cherche pas. Oui, ne cherche pas de résultat. Il induit un chemin, mais pas le résultat que va produire le chemin. C'est très important, ça. Je n'ai pas vu ça. Pardon? On a la donnée, on l'analyse, mais on ne l'interprète pas. Alors, oui, c'est ça. On peut même parfois ne pas analyser, même parfois. Hein. On peut, mais en effet, en fait, c'est plutôt on conscientise. Parce que l'idée d'analyser crée des rapports entre les éléments analysés. Or, le vitose, quand on est en état de réceptivité, les éléments sont juxtaposés à côté donc les uns des autres, mais ils sont pas reliés, on va dire. Ils sont pas, enfin, leur lien, s'il y a un lien, alors on le repère en tant que lien, mais il pourrait ne pas être. Hein, l'idée, c'est de rejoindre la perception qu'un enfant a. Vitose, il dit ça, hein, c'est la perception de l'enfant qui vient de naître. Alors, bon, on ne sait pas si c'est vrai maintenant, mais c'est l'idée qu'il n'y a pas d'interprétation. Alors, il y en a dans la vie, on l'interprète, c'est normal et c'est souhaitable, mais pour aller, enfin, comment dirais-je, la base du travail vitosien, c'est que la personne soit capable de ne plus interpréter, qu'elle soit capable de le faire quand elle veut, quand elle le décide. D'accord. En fait, on fait marcher nos capteurs sensoriels et on n'analyse pas, on n'interprète pas la donnée que ces capteurs renvoient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez un ordinateur, vous savez que votre imprimante elle a plus d'encre, les gros imprimantes, mais c'est pas grave, on ne va pas aller pourquoi il n'y a plus d'encre. Ça, on s'en fiche. Exactement. Ouais. On voit l'ordi, on voit l'imprimante et à la limite, peu importe le rapport qu'ils ont entre eux. Après, on pourra reconstruire le rapport entre eux, hein, mais là, on deviendra émissif. Mais ça sera très intéressant, on le construira. Alors, si on fait le parallèle avec l'émotionnel, par exemple, alors les phobies, hein, le vitose peut aider certaines phobies. La peur de l'eau, imaginons, parce qu'il y a eu une scène, il y a eu un truc, ce que Vitose appelle des clichés. Bon, enfin ça, c'est voilà, on va pas rentrer dans les grands détails, bien sûr, mais bon, on a eu un événement originel probablement qui fait qu'on a peur de l'eau. Voilà, imaginons. Eh bien, l'idée, ce que va rechercher le travail Vitose, c'est de dissocier l'eau d'une part et la peur d'autre part. C'est ça l'idée. C'est la dissociation des deux. Je crois qu'on a fait le tour, me semble-t-il, à moins qu'il y ait encore des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Apparemment. Vas-y, Soso. Pas de questions sur le chat non plus? Le chat, non. C'est normal. Vas-y. Vas-y, Soso. Elle est là, on l'entend. Ah, ça y est. C'est bon ou pas? Oui, maintenant, oui, vas-y. Vas-y. Dis-nous. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que la méthode Vitose peut être pratiquée dans un lieu bruyant, genre concert métal, et puis que on a envie de sortir de ce concert-là, par exemple? Alors, on peut décider
on peut décider de s'isoler ou bien simplement, c'est pas vraiment s'isoler d'ailleurs. C'est pas dans ce cas-là, c'est pas ça qu'on va faire. On peut par exemple décider que oui, on va faire le même exercice que je vous ai fait faire en début, par exemple de sentir où sont les mains, les pieds, sentir le siège sur lequel on est assis, par exemple. Et pendant qu'on va sentir tout ça, ou l'odeur dans la salle, ou enfin tout ça, on va plus être gêné par la musique parce qu'on va être occupé par autre chose. Alors, soit concentré, ce qui sera probablement plus facile que réceptif dans un contexte comme celui-là. Donc, du coup, on fera une décentration. Au lieu d'être concentré sur la musique qu'on n'aime pas, imaginons, eh ben, on va se concentrer sur le sensoriel, les mains, la température de la pièce, je sais pas moi, les odeurs, la proximité, le senti de la proximité des gens autour de soi, enfin toutes choses comme ça qui sont du domaine du sensoriel. On peut aussi sentir le toucher de sa langue dans sa bouche, on peut se bouger la langue dans la bouche, on sent qu'elle touche le palais, qu'elle touche au contraire le bas de la bouche ou bien les joues à l'intérieur, des choses comme ça. On peut faire des exercices vitaux comme ça. Et à ce moment-là, ce sera plus facile en faisant une concentration plutôt qu'une réceptivité dans ce cas-là, je pense. Ok. C'est vrai que le plus simple, c'est de pas aller à un concert qu'on n'aime pas. Je crois que c'est encore mieux. Ah bah c'est sûr, je crois. Ouais. Mais bon, mais ça peut être une ressource parce que parfois, je sais pas, on va entendre un bruit qu'on n'aime pas, qui est vraiment très pénible. Et ben ce bruit paraîtra beaucoup moins pénible parce qu'on est décentré, on se centre sur autre chose. Et volontairement, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de le faire à volonté. T'entends une perceuse en plein dans du béton dans un immeuble, c'est difficile de passer de se concentrer sur autre chose. En tout cas, moi, je sais que c'est une décision. Je vais poser une question. Je ne sais pas si je vais bien la poser. Tu parles de concentration. Si par exemple tu es dans un endroit qui ne te plaît pas, tu peux. Moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si ça fait de me concentrer sur moi-même et de pas écouter tous les gens autour, de faire comme si j'étais pas là. Et ça peut faire du vitos, comme tu dis. Alors, c'est pas très vitosien. En général, on fait pas tellement ça. On s'isole pas. On essaye plutôt de se débrouiller pour faire avec l'environnement et non pas sans l'environnement. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une nuance. On essaye plutôt de rester plongé dans l'environnement, mais que l'environnement nous soit moins pénible. Là aussi, quand on apprend à ne pas juger, petit à petit, on apprend les trucs qui nous plaisent pas. Eh je sais pas, moi, par exemple, il y a une conversation qui nous embête. Imaginons des gens qu'on apprécie moyen. Enfin bon, au lieu de se concentrer sur la conversation qui nous embête, on va regarder, on va se concentrer ou mieux encore, si on peut, se mettre en réceptivité à la forme du corps des personnes qui sont là, à leurs vêtements, à leur odeur, à leur mouvement, au grain de leur voix, leur façon de parler. Par exemple, s'il y en a une qui a un accent, l'autre qui n'a pas d'accent, à la vitesse du débit, par exemple. Donc, on ne comprendra plus le sens de ce qui est dit, mais quand même, on fera avec l'environnement. Oui, on ne rentre pas dans nous en disant qu'il n'y a plus personne autour. On fait avec l'environnement. Oui, d'accord. C'est plutôt mieux. Si on peut, c'est préférable. Peut-être, oui. En tout cas, vitosiennement, du point de vue vitosien, c'est préférable parce que le but du vitos, c'est de pouvoir s'adapter le mieux possible, en fait. C'est ça, Et donc, d'être le moins possible tributaire du j'aime, j'aime pas, qui est le propre de l'interprétation. J'aime, j'aime pas. Voilà. On sort de ça pour rentrer dans une objectivation, si on peut dire. On objective le plus possible les choses. Voilà. Et du coup, on s'aperçoit souvent que le j'aime pas, parce que c'est le j'aime pas qui pose problème plutôt que le j'aime en général, le j'aime pas est souvent basé sur des choses qui sont peut-être somme toute pas très très importantes. Et c'est peut-être pas très important le j'aime pas en question, c'est peut-être pas essentiel. Voilà. Alors après, c'est de soi à soi-même, mais souvent, ça permet, là c'est un mot employé par Eric, je crois, tout à l'heure, ou je sais plus, de relativiser, si on veut, un petit peu. Mais quand je dis relativiser, on croirait qu'il s'agit d'un raisonnement. Or, c'est pas tellement ça l'expérience du vitos, c'est pas tellement l'expérience d'un raisonnement, c'est un vécu
oui, c'est un vécu de dissociation entre l'émotionnel, c'est-à-dire le j'aime, j'aime pas, et la réalité. Voilà. Ouais. C'est une... Question intéressante, hein, Daniel. Question intéressante. Comme toutes que vous avez posées les uns les autres là. Toutes. Bien, alors n'hésitez pas à partager. Ouais. C'est une façon de vivre. Je t'ai coupé. C'est une. Oui, un art de vivre. Oui, c'est un art de vivre, absolument. C'est un art de vivre, voilà. Absolument. Moi, ça m'a énormément apporté de ce point de vue-là. Et quand j'ai des angoisses, des trucs, des machins, que je m'inquiète pour quelque chose, la première question que je me pose, c'est est-ce que tu peux poser une action pour résoudre la chose qui t'inquiète? Soit oui, je fais l'action, ou je la programme. Si je ne peux pas la faire tout de suite, je vais la faire plus tard, et je vais poser l'action. Ou bien je ne peux pas, et dans ce cas-là, oui, je vais décider soit de me décentrer, soit de faire une réceptivité, voilà. Et en général, oui, ça va se démonter. Mon émotion va se démonter. Oui. Mais très souvent, l'inquiétude, elle se résout par une action. Très, très souvent. Par exemple, je sais pas moi, un problème relationnel avec une personne. Ah, la personne, elle est comme ci, comme ça. Très, très souvent, je résous le problème en allant parler à la personne. Je pose une action qui consiste à aller parler à la personne. Très souvent, ça résout le problème. Ou alors, je comprends comment la personne fonctionne et du coup, je vais, on va dire, faire quelque chose qui va aller dans le sens de l'apaisement. Imaginons que j'ai quelqu'un en face de moi qui a, alors je dis vraiment n'importe quoi, là, justement la phobie de l'eau, imaginons. Et que il se trouve que chez moi, il y a une piscine. Bon, je vais inviter la personne au resto plutôt que chez moi. Ah oui, d'accord. Tu vois, voilà, je vais adapter mon comportement au comportement de la personne, à ses fragilités. Ou bien, si elle n'a pas confiance en elle, je vais lui faire un compliment que je vais penser. Je vais chercher quelque chose que je pense vraiment, je ne vais pas mentir, mais je vais chercher quelque chose que je pense vraiment. Je vais lui faire un compliment, mais sincère, donc la personne le prendra en principe sincèrement aussi, et du coup, elle va gagner en confiance en elle. Et la relation va s'améliorer. Donc, j'aurais posé un acte par rapport à un problème, à quelque chose qui m'aura posé problème à moi. Voilà. Imaginons que la personne, comme elle n'a pas confiance en elle, elle me cherche un peu des conflits, des trucs, des machins. Mais si moi, j'ai repéré ce truc-là, que je comprends que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle, en fait, qu'elle me cherche des conflits, je vais essayer de trouver un truc. Donc, je vais poser un acte qui va permettre qu'elle ait plus confiance en elle. Et du coup, comme par hasard, il n'y aura plus de conflit. Voilà. Alors, c'est pas toujours comme ça. On peut pas toujours. Ce que je dis, c'est un peu idéal. Mais on arrive à faire des choses comme ça quand même. Poser des actes qui résolvent des problèmes. Donc, le mot de la fin. En résumé. Oh, en résumé. Un art de vivre, une thérapie. C'est les deux. Mais c'est d'abord, pour tout un chacun, c'est un art de vivre au quotidien. Ça se fait, c'est un contact avec soi-même, sans jugement et sans exigence d'aucun résultat. On sort complètement de toute recherche de résultat. On vit avec tout soi-même et en particulier son corps. Et ça se pratique tout le temps. C'est-à-dire, je fais la vaisselle, je sais pas, moi je lave mon linge, je marche, je prends le métro, je suis dans le bus, voilà. Je suis dans une salle d'attente de médecin, au lieu de me dire, oh là là, ce que c'est long, gna 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 gna, je vais faire un peu de réceptivité vitose. Tiens, je vais recevoir, tiens, la dame qui est en face, là, je vais recevoir les couleurs qu'il y a, les formes, voilà. Ça, qu'est-ce que je vais dire? C'est un compagnon de vie, le vitose. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications et n'oubliez pas de commenter. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Nous avons été ravis de vous faire partager ce moment et merci encore à toi Agnès. Merci beaucoup. Merci Armelle, merci à vous tous.
Merci Agnès. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. Et merci pour les pouces bleus, il y en a déjà 3. Ah, super. Merci. Voilà.